Bonsoir à tous. Merci d'être là ce soir. On va parler de classification. La classification, c'est un sujet qui peut apparaître ennuyeux, voire même un sujet envers lequel on peut être hostile. Quand vous avez au téléphone quelqu'un qui vous explique ce que c'est que classer, tout de suite on vous dit oui mais classer, quand on classe on catégorise les gens, ça enferme. On est dans une époque où classer consisterait à enfermer dans des catégories étanches. Pourquoi est-ce que forger un concept dans notre tête, c'est-à-dire une boîte dans ma tête et mettre un mot sur cette boîte, en quoi cette boîte serait-elle oppressante? En quoi constituerait-elle un enfermement? Ça, c'est quelque chose qui me frappe, c'est que la classification, la mise en mots du monde, aujourd'hui, elle n'a pas le vent en poupe. Et pourtant, si l'on ne classait pas, eh bien, on ne pourrait pas parler. Pourquoi classe-t-on d'abord? On classe pour parler. Et ça, c'est vrai en toute science. C'est pas seulement les sciences naturelles, c'est pas seulement la biologie, c'est pas seulement la géologie, la chimie. Toutes les sciences ont besoin de mettre les objets qu'elles regardent dans des boîtes dans nos têtes. Ce sont des concepts, des ensembles dans nos têtes. Tout simplement parce qu'on ne peut pas faire de science en donnant un prénom à chaque brin d'herbe. Si vous voulez décrire la nature là dehors et que chaque arbre porte un prénom, chaque mouche porte un prénom et chaque ver de terre porte un prénom, eh bien vous ne pourriez pas parler de la nature de manière un peu générale. Vous avez besoin d'ensembles dans vos têtes qui ont vocation à désigner une certaine généralité dans ce que partagent les êtres vivants. S'agissant de la biologie, mais on classe aussi en minéralogie, on classe en ethnologie, on classe, etc. Alors, il y a une nécessité absolue de classer simplement pour parler. Sans classer, on ne parlerait pas. Je sors de la biologie. Quand vous dites je vais m'acheter une table parce que chez moi j'ai besoin d'une table, vous avez le concept de table dans votre tête et vous connaissez au minimum 2 attributs qui sont communs à toutes les tables. Il faut une surface plane et au moins 3 pieds. Vous pouvez mettre 5 pieds si vous voulez, mais il y a au moins 3 pieds à une table. Le concept de table, il n'est pas là pour désigner la liste des tables qui existent. D'ailleurs, ça serait bien inutile que de spécifier cette idée en faisant la liste de l'ensemble des tables qui existent. Ce n'est pas du tout votre intention. Votre intention, c'est d'avoir un ensemble à votre disposition qui donne au moins une propriété commune à toutes les tables, et vous n'êtes pas obligé de désigner individuellement toutes les tables. Pour parler, on a besoin de classer. Le problème, c'est que les sciences s'occupent du monde réel, de cette partie du monde réel dont on dit qu'elle est matérielle, c'est-à-dire qui est définie par le fait qu'elle change. Et ça, c'est une difficulté, c'est que ce que nous devons classer, nous les scientifiques, ça change. Et on est confronté à ça depuis l'Antiquité gréco-latine. Quand on a besoin de poser un mot qui est stable, parce qu'on a besoin de se comprendre entre nous, mais pour désigner quelque chose qui n'est pas stable. Parce que les choses que les sciences regardent sont matérielles. La matérialité du monde réel est la condition de méthode de la science. C'est grâce à la matérialité, c'est grâce au changement subi par la matière que les sciences arrivent à attraper le monde expérimentalement, le modifier et étudier la réaction de cette modification pour interpréter des relations de cause à effet. La science s'occupe de cette partie du monde qui est changeante. Et oui, mais le problème, c'est que quand quelque chose a changé, est-ce que vous devez lui donner le même nom? Ça, c'est un vieux problème, ça. Ça remonte à l'Antiquité pré-socratique. Quand ça change, qu'est-ce qui change? Vous avez nommé quelque chose d'un certain nom, ça a changé. Pour spécifier que ça a changé, vous devez changer le nom. Sinon, vous n'êtes pas fidèle. Votre langage n'est pas fidèle au changement qui a été subi. Quand ça change, qu'est-ce qui a changé finalement? Ce n'est pas l'entité première, puisque l'entité première, il faudrait lui donner un autre nom une fois qu'elle a changé. Quand ça change, qu'est-ce qui change? Alors, il y a une tension, évidemment, que nous, en Occident, on règle, cette tension, c'est qu'on a décidé d'occulter le changement. Bon, alors pour les jeunes de la salle, je donne une autre version, si vous voulez, mais c'est le même principe. Non, je sais qu'il y a une certaine génération, personne ne connaît Michel Simon, alors c'est embêtant. Quand ça change, qu'est-ce qui change? Alors, dans les sociétés occidentales, on a privilégié la stabilité du nom. C'est-à-dire que cet individu-là, on l'appelle Michel Simon tout du long, alors qu'entre ce stade-là à gauche et ce stade-là à droite, il n'y a plus un seul atome commun. L'individu a changé de toute évidence,
Et ne me dites pas qu'il est lui-même parce qu'il a une mémoire. Vous savez bien que la mémoire est une propriété émergente de l'encéphale. Elle-même, elle s'altère. Elle est une propriété émergente d'un substrat matériel. La mémoire s'altère. Vous savez bien que vous perdez la mémoire. Vous savez bien que vous ne vous souvenez pas de tout. Hein. Donc ce n'est pas la mémoire qui justifie le fait qu'on va garder le même nom pour ce bonhomme-là. Toutes ces propriétés sont susceptibles de changer. Des plus petites aux plus intégrées. Comment. Et donc, nous, on a tranché dans la négociation, on a décidé de privilégier la stabilité du langage. Depuis la naissance jusqu'à la mort, on va garder le même nom, et on a privilégié la stabilité du nom. Le langage ne reflète pas le changement de l'individu. Mais il y a d'autres sociétés dans le monde qui en ont décidé autrement. Dans le sous-continent indien, il y a des populations qui donnent un nom différent à la personne en fonction de son moment de développement. L'enfant n'a pas le même prénom que l'adolescent, qui n'a pas le même prénom que l'adulte. On pourrait saucissonner une vie humaine en appelant d'un différent nom, différents stades de développement arbitrairement définis. Bon. Entre nous, c'est ce qu'on fait. Tiens, ça vous fait pas penser à quelque chose, ça? C'est ce qu'on fait avec les espèces. Un flux généalogique. Que fait le biologiste? Il a un flux généalogique qui s'écoule dans le temps. Alors, il ne l'a pas sous les yeux. Hein. Enfin, ça dépend. Ça dépend du temps de génération. Pour des organismes à temps de génération très court, on a le flux de génération sous les yeux. Mais on peut, effectivement, et c'est ce qu'on fait, on saucissonne un flux de génération qui est continu en noms qu'on va appeler des espèces, en segments de noms qu'on va appeler des espèces. Bah tiens, on fait avec les espèces ce qu'on ne fait pas avec l'individu, à deux échelles différentes. Alors, il y a ça sous-tend toutes les sciences. On appelle la Terre du Carbonifère un truc qu'on continue à appeler la Terre au Trias, alors que ça a changé, qu'on continue à appeler la Terre au Crétacé, parce que ça a changé. Donc tout change en fait. Le problème, c'est que vous devez nommer des choses qui sont changeantes. Alors face à cette difficulté, il y a deux attitudes en histoire naturelle qui ont prévalu dans le passé. La première attitude, ça a été celle de Linné. Linné, ce botaniste suédois qui classe le monde vivant et qui stabilise la nomenclature de son temps. Linné négocie la réalité du changement. C'est-à-dire que ça l'embête un peu quand même que les choses changent. Et donc, il considère que le changement est négligeable. Donc c'est facile pour Linné d'assurer la stabilité du langage parce que le monde naturel, et en particulier les espèces, sont immuables pour Linné. Elles ont été créées de la main divine en une seule fois, et elles restent telles qu'elles sont. Donc là, il est facile d'attribuer un nom à des choses dont vous déclarez, c'est une pétition de principe, à vous déclarer qu'elles sont immuables. Ici, au milieu, Linné ne voit qu'une seule chose. Il voit la coccinelle, la avec un grand L. Il voit le type, c'est la pensée typologiste. Pour Linné, les variations que vous voyez avec vos yeux, là, les variations que vous voyez à la surface de ces coccinelles, pour Linné, cette variation est tenue pour une corruption matérielle du plan divin de création. Et l'idée surplombe la réalité matérielle de ce que ces idées désignent. En quelque sorte, c'est de l'idéalisme, c'est la priorité au monde des idées, et il en découle, alors un mot compliqué ici, l'essentialisme, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que ce que chaque individu ici, la façon dont chaque individu est rallié et relié à son type, c'est le fait de porter une essence. Chaque individu porte une essence qui le caractérise vis-à-vis de son type. Alors, la classification n'enferme pas, à mon sens. Par contre, l'essentialisme, lui, il enferme. C'est-à-dire que l'essence que vous portez, dans la philosophie essentialiste, l'essence que vous portez, elle a une origine que vous n'avez pas décidée vous-même. L'origine de l'essence, elle est transcendante. Et si vous rompez les essences, vous rompez l'ordre transcendant du monde. C'est la raison pour laquelle il y a des gens dans la rue, lorsqu'on dit, par exemple, ou qu'on prétend qu'on va enseigner la notion de genre à l'école, les gens qui sont dans la rue sont des gens animés d'une pensée essentialiste, c'est-à-dire que l'assignation de l'individu à son genre social, ça n'est pas une convention sociale pour les cultures issues des monothéismes, ça n'est pas une convention, c'est quelque chose que vous portez par essence. Vous êtes homme ou femme par essence dans la culture monothéiste. Et c'est pour ça d'ailleurs que dire que le sexe biologique, mâle ou femelle, n'est que partiellement relié au genre social homme ou femme, et le partiellement relié, il suffit de faire de l'anthropologie et de l'ethnologie pour s'en apercevoir. Il suffit d'aller voir la diversité des humains à la surface de la Terre. Encore une affaire de diversité.
dire que les deux sont partiellement reliés constitue assez vite un scandale, puisque c'est le même scandale que l'évolution. Hein. Quand vous dites que le chat n'est pas chat parce qu'il porte une essence, mais qu'il est chat parce qu'il a évolué à partir d'ancêtres qui étaient des félidés un peu plus gros, enfin peu importe, vous rompez l'ordre divin du monde, en fait. Alors, on n'est pas en science, là, on est dans l'héritage culturel des sociétés dans lesquelles les sciences s'expriment. Alors, je parle de l'héritage culturel. Linné, à son époque, faisait une science essentialiste, et effectivement, à l'époque, c'était droit dans les bottes, puisque de toute façon, la production scientifique était contrôlée par les théologiens. Donc, il n'y avait pas de souci avec ça. Un siècle plus tard, c'est l'attitude inverse qu'on va adopter, c'est-à-dire que on va pas limiter la réalité du changement. Au contraire, on va prendre le changement à bras-le-corps. Darwin, qui ici, en 1859, il voit pas une seule chose, il voit 24 choses au milieu, là. Il en voit 24. Il en voit 24 et il se dit, comment se fait-il, malgré ce potentiel de variation considérable, dont je sais que les horticulteurs et les éleveurs peuvent s'emparer pour amener des populations vers des formes qui n'auraient jamais existé dans la nature, cette variation, elle est malléable. Comment se fait-il qu'en dépit d'un gros potentiel de variation, j'arrive encore à avoir une moyenne, génération après génération, j'ai une moyenne à peu près reproductible? Quel est le mécanisme qui me donne finalement la régularité de cette moyenne, alors que la variation est considérable? C'est quasiment l'inverse de la question de Linné. Linné se demande pourquoi les espèces existent. Elles existent de la main divine. Darwin dit pourquoi la moyenne des formes existe. Ça va être la sélection naturelle qui fournit la moyenne des formes, en fait. C'est une sélection des variants, précisément, qui fait que c'est toujours à peu près la même combinaison qui arrive à survivre à un moment donné, dans des conditions données. Cette moyenne, conventionnellement, moi, j'en fais une espèce. C'est qu'il n'y a pas de réalisme de l'espèce chez Darwin, alors qu'il y a un réalisme de l'espèce chez Linné. Pour Darwin, l'espèce est une convention de langage. C'est une boîte dans ma tête. Et cette boîte, j'ai des raisons de la faire. Quelle est la raison pour laquelle on fait des boîtes? On va y venir. Donc vous voyez que les deux attitudes sont opposées. Là, on cache la réalité du changement, et là, on nie la réalité de la catégorie. Enfin, la boîte dans votre tête, elle n'est pas dans la nature, elle est dans votre tête. Ça nous entraîne, ça. Alors ça, c'est un premier pas auquel je souhaiterais vous entraîner. Ça nous entraîne, quand on est classificateur, à ne pas confondre les propriétés du contenant. Il y a le contenant et le contenu, si vous voulez. Le contenu, il change. Le contenant, il est conventionnel. Tout est une affaire de savoir pourquoi je vais faire des contenants et pourquoi les contenants sont cohérents. Est-ce que je peux faire un schéma classificatoire du vivant qui soit cohérent en lui-même par rapport à un cahier des charges, à un objectif que je poursuis? Donc le contenant s'emboîte. Les boîtes sont faites les unes dans les autres. Vous êtes Homo sapiens sapiens dans la boîte des primates, dans la boîte des vertébrés, dans la boîte des animaux, dans la boîte des eucaryotes. Enfin, on peut multiplier les boîtes si vous voulez. Les boîtes s'emboîtent les unes dans les autres, alors que le contenu, lui, descend les uns des autres. C'est-à-dire, il y a bien un flux de génération dans le temps qui est responsable de la distribution des caractères des êtres vivants. Les boîtes, c'est nous qui les faisons. Donc ici, les boîtes, elles sont dans la nature, parce qu'elles sont créées de la main divine. Alors qu'ici, les boîtes, c'est nous qui les faisons. C'est ce qu'on appelle le nominalisme. Dans la nature, il n'y a que des individus, et les boîtes sont des conventions de langage posées sur une diversité d'individus. Ça ne veut pas dire que ces boîtes sont rigides. On va voir ça tout à l'heure. Mais il ne faut pas empêcher la nature de changer pour la raison qu'on aurait besoin que notre langage soit stable. Vous voyez ? Il y a la propriété de l'observateur, il y a les besoins de l'observateur, et il y a la réalité de l'observé. Le besoin de stabilité, c'est celui de l'observateur. Vous ne pouvez pas forcer la nature à ne pas bouger. Elle ne va pas vous demander d'ailleurs votre autorisation. Hein. Elle va bouger de toute façon. Donc, soyons tranquilles avec nos boîtes. Nos boîtes ne sont pas là pour enfermer la nature, elles sont là pour parler. Alors, des phrases essentialistes, on en fait qui ne sont pas compatibles avec la biologie d'aujourd'hui. On en trouve tous les jours, dans les livres, dans les commentaires télévisés, dans les questions des élèves, dans les questions du public. Là, j'ai donné quelques petits exemples. En conférence, une élève de CM2 nous demande pourquoi c'est l'homme qui s'est redressé et qui a appris à parler. Imaginez, vous êtes enseignant et vous cherchez à répondre à cette question. Pourquoi c'est l'homme qui s'est redressé et qui a appris à parler?
Alors, j'en vois qui sourit dans la salle, et ouais, c'est pas évident. Hein. Alors, la gamine ne sait pas qu'il y a une super peau de banane là-dessous. Hein. Elle ne le sait pas. Bon, en gros, je vous le fais court. La question suppose que l'entité qui s'est redressée et qui a appris à parler était homme avant que de l'avoir fait. Or, pour le systématicien, c'est lui qui fait les boîtes. L'homme n'est homme que subséquemment, après coup, d'avoir constaté qu'il s'est déjà relevé et qu'il a déjà appris à parler. Il y a de la gymnastique. Hein. Au téléphone, avant-hier, un journaliste me disait « va pas être trop compliqué votre conférence ?» J'essaie de parler simplement, mais les idées, elles sont compliquées. Hein. Alors, un documentaire de la BBC qui a eu beaucoup de succès, qui a été traduit en français sur FR3, l'évolution a doté le crabe d'une carapace. Alors, l'entité qui reçoit la carapace est crabe avant de l'avoir reçue. Alors, pour moi, systématicien, ça me fait drôle. Hein. Puis en plus, vous avez un deuxième truc dans cette phrase qui est marrant, c'est que l'évolution est grammaticalement, elle est posée comme une entité en dehors de la nature, extra-naturelle, et qui dote. Toi, tu auras une carapace, toi, tu auras des poils, toi, tu auras des plumes. Et en fait, ces phrases, elles sont construites. C'est vraiment des phrases de culture monothéiste, en fait. Ces phrases sont construites comme si Dieu était sujet du verbe, mais simplement, dans Word, on a fait un remplacement automatique du mot Dieu par le mot évolution. Et donc, épistémologiquement, elles sont déistes, ces phrases, mais vous avez bien compris que l'évolution, c'est la dynamique même du vivant. Elle n'est pas en dehors des organismes à doter les organismes d'attributs. C'est la dynamique même du vivant, l'évolution. Elle ne dote rien. Le chat a des poils parce que c'est un mammifère. Alors ça, c'est des phrases qu'on peut trouver dans les classes de l'élémentaire, parce que, évidemment... nos élèves, ils sont pas férus ni de philosophie ni d'épistémologie, c'est bien normal. Les phrases, ils les structurent sans avoir conscience des obstacles qui peuvent être sous-jacents. La cause de la présence des poils, ici, c'est le rattachement de cet individu à la catégorie de mammifère. Pour un scientifique, c'est l'inverse, évidemment. Enfin, un scientifique d'aujourd'hui, c'est l'inverse. Le chat est un mammifère parce qu'il a des poils. Mammifère est une convention de langage que j'ai posée sur le chat, le chien, la vache et l'éléphant. J'ai fait un ensemble et l'ensemble est justifié parce qu'il y a au moins ensemble, là, ils ont tous des poils. C'est comme la table tout à l'heure, hein, l'ensemble des tables est justifié par au moins un attribut commun qui est, ou deux, la surface plane et au moins 3 pieds. Voilà. Et puis il y a des phrases du programme scolaire. Au cours de l'évolution, les groupes entiers naissent, évoluent et s'éteignent, ils se succèdent dans le temps. Alors là, vous allez me dire, je joue avec les mots, mais bon, je suis systématicien, je suis fait pour ça, hein, je joue avec les mots. Et oui, effectivement, les groupes, c'est nous qui les faisons. Donc dans le temps, enfin, je vois bien ce que la phrase veut dire, mais si on la prend vraiment au pied de la lettre, les groupes, c'est nous qui le faisons, donc les groupes ne naissent pas au cours de l'évolution. Ce sont des attributs qui naissent effectivement, à partir desquels on va faire des groupes, a posteriori. Bon, ça va être compliqué ce soir, hein. Alors, la systématique, justement, qu'est-ce que c'est ? C'est ce qu'on me demandait au téléphone il y a 2 jours. La systématique, c'est précisément la science des classifications, c'est-à-dire savoir distinguer les contenants et les contenus, quelles sont les propriétés des contenants avec lesquels on classe les boîtes dans nos têtes, et la réalité des contenus, et c'est précisément faire des relations cohérentes entre des objets du monde réel, des concepts dans nos têtes et des noms. Et ça, c'est fondamental à toute connaissance. La relation entre les objets réels, les concepts et les noms, si c'est pas géré, ce truc-là, on ne sait pas sur quoi on travaille. Mais ça, il n'y a pas qu'en biologie, c'est vrai en minéralogie, c'est vrai en anthropologie, en ethnologie, en chimie, c'est pareil. Enfin, vous pouvez passer toutes les sciences en revue, on a besoin d'un langage cohérent. Alors, les êtres vivants changent au cours de leur vie individuelle, ils changent au cours de leur lignage. Plus le temps de génération est court, plus vous êtes en mesure, vous, expérimentateurs, de mesurer à quel point les êtres vivants changent au cours de leur généalogie. Sur des êtres vivants à temps de génération d'une demi-heure, une manip de moins d'1 an vous voyez la population partir vers des horizons que vous n'auriez pas soupçonnés. Mais même pour des temps de génération de 3 mois, vous pouvez expérimenter l'évolution au laboratoire sur des organismes à temps de génération court. Tout ça pour vous dire que le changement, on peut le documenter, bien sûr, au long du lignage généalogique. Les concepts, c'est des boîtes dans nos têtes, c'est abstrait, c'est la figure bleue ici. Les noms associés à la boîte et l'objet dans le monde réel.
Pourquoi croyez-vous qu'on s'amuse à entretenir avec vos impôts 68 millions de spécimens dans des collections du Muséum national d'histoire naturelle? Et il n'y a pas que le nôtre d'ailleurs, il y a des millions de spécimens dans d'autres musées dans le monde. Pourquoi croyez-vous qu'on ait des collections d'histoire naturelle? C'est pour ancrer nos concepts et nos noms dans le monde naturel. Justement pour la raison que je viens de vous dire. Les êtres vivants n'arrêtent pas de changer. Si à un moment donné, vous dites pas stop, si vous n'attrapez pas un individu et vous dites, bon écoutez, Sus scrofa, là, le sanglier, ça c'est le type du sanglier, je suis quand même bien obligé d'ancrer mon nom quelque part sur un objet de collection pour stabiliser le nom. Parce que si vous ne faites pas ça, eh bien les organismes changent au cours de leur génération. Et ce qu'on a appelé sanglier il y a un siècle, ou il y a même 2 siècles, ou 2 siècles et demi, Linné a fait plein de noms latins, aujourd'hui c'est plus la même chose. Le lignage a changé déjà. Puis alors si vous regardez des mouches ou des bactéries, alors là c'est encore pire. Donc vous êtes obligé d'ancrer vos noms dans des collections. Alors ça porte un nom, ces objets, on appelle ça des types. Des types, ça veut dire que ceci est le spécimen qui sert de référence au nom qui est associé à l'espèce. Et si ça c'est pas ancré, comme je vous le dis, on ne sait plus de quoi on parle. Donc il y a vraiment, c'est le rôle de cette science que de gérer les trois. Et évidemment, derrière, vous devinez, je vais vous le dire tout à l'heure, il y a un cahier des charges à la mise en concept. C'est-à-dire que cette boîte ici, elle est parfaitement arbitraire. Le tout, c'est qu'on s'entende pour faire cohérence commune. Vous pourriez mettre dans une boîte parce qu'ils ont des couleurs en commun. Vous pourriez mettre dans une boîte parce qu'ils habitent au même endroit. Vous pourriez mettre dans une boîte parce qu'ils font des choses en commun. Vous pourriez mettre dans une boîte parce que je les utilise de la même façon. Vous pourriez décider de les mettre dans une boîte parce qu'ils ont les mêmes choses. Ça se décide. Il y a 1000 façons de classer le monde là-dehors, selon ce que vous voulez faire. Donc l'enjeu de la systématique, c'est de se mettre d'accord sur ce qu'on veut faire. Et une fois qu'on a un cahier des charges, eh bien, on essaye de s'y tenir, pour être cohérent et pour avoir un langage cohérent. Alors, ça implique un certain nombre de gymnastiques, et c'est ce qui va vous faire comprendre pourquoi les classifications changent, en fait. D'abord, ce qu'on doit comprendre pour comprendre la question de la classification, c'est que les contenants, c'est nous qui les faisons. Et comme on les fait, on a un cahier des charges. Et puis aussi, on essaie de se mettre au clair sur ce que c'est que l'opération de classer. Parce que même ça, c'est pas clair. Voilà une figure que j'utilise souvent. Même ça, c'est pas clair tout le temps. On a des opérations mentales qui correspondent dans le dictionnaire à des verbes relativement simples. À gauche, le verbe séparer. Au milieu, le verbe grouper ou regrouper. Et à droite, le verbe ranger. Séparer, regrouper, ranger. Ce sont 3 mots différents du dictionnaire qui ne correspondent pas à des opérations cognitives, enfin des opérations mentales, ce n'est pas du tout les mêmes. Le problème que nous avons dans l'histoire de la classification, c'est que nous avons souvent confondu les 3 sous l'appellation classification. Et ça a créé des problèmes incroyables. Alors, le premier problème qui est le plus épineux, finalement, c'est de ne pas confondre l'activité de regrouper et l'activité de séparer. Les séparations d'un échantillon, c'est ce qu'on utilise dans des tris. À droite, on met ceux qui ont ceci, à gauche, on met ceux qui n'ont pas ceci. À droite, on met ceux qui ont ceci, et à gauche, on met ceux qui ont cela. Tout est bon du moment, finalement, on atteint un objectif pragmatique. Souvent, les opérations de division ou les opérations de séparation poursuivent des objectifs pragmatiques, pratiques, comme par exemple l'identification d'une clé de détermination procède de séparation successive d'un échantillon. Tout est bon pour qu'on ait un chemin le plus court pour atteindre un nom d'espèce au plus vite. À chaque étape, on nous pose des questions. Est-ce que c'est comme ci ou est-ce que c'est comme cela? Et sous-jacent à ces questions, évidemment, il y a l'opération de tri. Le problème, c'est que nous, les humains, nous ne pouvons pas nous empêcher de dénommer. Et ça, c'est presque un réflexe dramatique, parce que quand on est en train de trier, tout de suite, d'ailleurs, ça a été testé dans des opérations d'atelier avec des cycles 3 ou avec des adultes aussi, on ne peut pas s'empêcher de dire « Ah oui, mais à droite, vous avez mis les jaunes et à gauche, vous avez mis les bleus ». On ne peut pas s'empêcher de dénommer ce qu'on a séparé. Ce qui fait que quand vous dénommez, vous faites une boîte dans votre tête. Mais vous faites une boîte dans votre tête sur une amputation. Bonsoir les provinciaux. Vous avez compris? Bonsoir les provinciaux, c'est que la province, c'est un concept amputé. Il est fait sur une privation, il n'est pas fait sur la spécification d'une propriété commune à tous les provinciaux. Les provinciaux se définissent par leur exclusion de Paris.
La banlieue. Bon, alors il n'y a pas de banlieusard, bon, mais la banlieue c'est pareil. La banlieue, c'est une fausse catégorie. C'est une catégorie faite par amputation. Donc vous ne pouvez pas faire des opérations classificatoires propres si vous utilisez des absences d'attributs. Donc ici, vous avez une opération qui éventuellement spécifie des absences. Elle a le droit de le faire. À droite, j'ai mis ce qu'il y a et à gauche, j'ai mis ce qu'il n'a pas. Ça, c'est tout à fait efficace comme opération de tri. Seulement, si vous commencez à vouloir nommer ça, vous faites l'erreur de faire un concept fondé sur une privation. Alors, la zoologie est tombée dans le piège. Au cours des siècles, on a fait les invertébrés. Vous avez appris ça. Les invertébrés, ce sont les animaux qui n'ont pas de vertèbres. Qui a les vertèbres? C'est l'homme. C'est le groupe de l'homme, en fait. Ce sont les vertébrés. Les invertébrés sont les provinciaux des vertébrés. Les prokaryotes sont les provinciaux des eucaryotes. Les prosimiens sont les provinciaux des simiens. Et puis les agnates, parce que, c'est privatif aussi, hein. Les agnates, c'est ceux qui n'ont pas de mâchoire. Qui a la mâchoire? C'est le groupe de l'homme, les gnatostomes. Les agnates sont les provinciaux des gnatostomes. Comment voulez-vous faire de la science relativement rigoureuse si vous vous permettez de faire un groupe sur une absence d'attributs? En fait, vous prenez n'importe quelle collection d'objets, là, ici, dans la salle, allez-y, faites l'opération mentale, vous en prenez 3 ou 4, et vous pouvez toujours trouver quelque chose que ces objets n'ont pas. La liste de ce qu'un ensemble d'objets n'a pas est infinie. Vous n'arriverez jamais à circonscrire un ensemble d'objets par la liste de ce qu'ils n'ont pas. L'effort intellectuel de la classification n'est pas dans la spécification de la différence ou de la négation. L'effort intellectuel, il est dans la spécification de ce qui est en commun. La classification pertinente en toute science est fondée sur le partage, pas sur la séparation. C'est beaucoup plus dur intellectuellement d'arranger son langage pour arriver à nommer de la même façon les différents pieds des différentes tables qui existent que de vouloir séparer les tables les unes par rapport aux autres, jusque terminer par une seule table, et finalement vous ne classez pas. La logique de la différence est une pente facile pour l'esprit, parce que chaque objet est unique. L'effort intellectuel en science, il est inverse. C'est d'arriver, comme le disait Darwin d'ailleurs, en dépit de la diversité infinie des objets, à arriver à spécifier ce qui est commun. Ça, c'est énorme, en fait. Alors vous allez voir que ça impacte énormément la perception que l'homme a de lui-même dans la nature. On va analyser tout à l'heure, dans un instant, un texte de Luc Ferry qui pratique la logique de la différence et pas la logique du partage. Mais les scientifiques travaillent sur le partage, essentiellement. Alors parlons de partage, justement. Classer, c'est mettre en partage. C'est-à-dire, on va mettre dans des boîtes des entités parce qu'elles ont ensemble des propriétés objectives que je me serais accordé, évidemment, à nommer de la même façon. Allez, je vous le dis très vite, vous êtes des mammifères, vous avez un pavillon de l'oreille. Je sais pertinemment que dans cette salle, tous les pavillons de l'oreille sont différents. Si je les regardais dans le détail, je pourrais toujours trouver d'infimes différences dans la forme du pavillon de l'oreille. Mais je me suis quand même accordé, du fait de la position de cet organe par rapport au reste du corps, je me suis accordé à donner le même nom à des choses dont je sais que dans le détail, ça diffère toujours. La logique de la différence m'aurait poussé à isoler chaque pavillon de l'oreille et je n'aurais aucun discours construit sur le monde réel si je perpétuais le discours de la différence. Par contre, si j'utilise le discours du partage, le pavillon de l'oreille est un attribut qui me permet de spécifier un ensemble d'entités, d'êtres vivants, disons-le, qui partagent le pavillon de l'oreille. La classification travaille donc sur les partages et les propriétés positives, en fait. Donc, invertébrés, ne soyez pas surpris que dans une classification moderne, on ne parle plus d'invertébrés. Parce que c'est fondé sur une privation. Les faits que vos boîtes sont emboîtées les unes dans les autres, ça c'est une logique, c'est une géométrie de l'armoire qui se décide aussi. On va voir ça tout à l'heure. On pense que pour refléter au mieux la distribution, pour refléter de la manière la plus fidèle possible la distribution des partages à travers le vivant, c'est une armoire à tiroirs qu'on doit faire, et non pas une pyramide ou une échelle, ou des silos. C'est plutôt une armoire à tiroirs. On va voir ça dans un instant. Assigné ou rangé, là, l'armoire est déjà disponible. Hein, donc, c'est comme dans votre chambre. Hein, vous avez un tiroir à chaussettes, un tiroir à maillots. Quand vous rangez vos affaires dans votre chambre, en fonction des propriétés détectables de la chaussette, vous mettez la chaussette dans le tiroir à chaussettes. C'est pas très difficile à comprendre.
Le rangement, ça, l'assignation, ça va, c'est relativement simple. Le piège, il est là. Le piège, il est entre les deux ici. Quand on cherche à nommer ce qu'on a séparé, eh bien, on va finir par faire un concept privatif. Alors, on parlait de la géométrie de l'armoire. Donc, classer, c'est mettre, évidemment, des ensembles dans des ensembles fondés sur des propriétés communes, présentes, et non pas absentes. La géométrie de l'armoire. Alors, pendant longtemps, on a pratiqué des géométries par empilement. Et alors ça, vous le trouvez dans la culture occidentale, par exemple, enfin occidentale, oui, ça remonte à Aristote en fait. L'échelle des êtres, là c'est pas Aristote, c'est Charles Bonnet, 1745. On a une pile de groupes qui s'empilent, donc les uns sur les autres. Plantes, insectes, coquillages, serpents, poissons, oiseaux, quadrupèdes, hommes. L'homme est en haut. Et là, on est dans une vision par empilement. Il n'y a pas d'évolution là-dedans. Hein, c'est une classification fixiste. Mais c'est une classification par propriété empilée. C'est-à-dire que quand on est sur un niveau, on possède les propriétés des niveaux du dessous et on ne possède pas les propriétés des niveaux qui sont au-dessus. Dans le texte, il est dit qu'au-dessus de l'homme, il y a les anges. Et effectivement, on est dans une représentation encore soumise au devoir-dire théologique que d'ailleurs en France, la Sorbonne exerce sur la production des scientifiques. On est en 1745. Je vous rappelle qu'en 1751, on demande à Buffon de récuser publiquement les résultats de ses expériences sur l'âge de la Terre. Les relations entre le pouvoir politique, qui est en même temps le pouvoir religieux. Il n'y a pas de séparation des pouvoirs à cette époque, on est sous l'Ancien Régime. Hein. Les relations entre ce pouvoir et la science cette relation n'est pas aboutie. Enfin, les sciences ne sont pas émancipées du pouvoir religieux à l'époque. Il y a sa version au Moyen-Âge, où on a un escalier qui monte au paradis, et à chaque marche de l'escalier, donc vous avez les plantes, les animaux, l'homme, au-dessus de l'homme les anges, et au-dessus de l'ange les portes du paradis. Donc c'est sur ce qu'on appelle des hiérarchies par empilement. Et on voit encore une hiérarchie par empilement. Allez, dans cette figure qui est mixte en fait, ça c'est une espèce de morphing comme on dit en anglais. Hein. C'est un mélange entre une figure d'arbre qui signifie un buisson et finalement un empilement puisque l'homme culmine au bout tout là-haut. Et on s'intéresse évidemment, dans le texte, on s'intéresse aux étapes qui se situent sur le tronc, on ne s'intéresse pas aux étapes qui sont sur les côtés. On est sur une vision par empilement, mais là cette fois-ci par empilement d'attributs qui amènent à l'homme. C'est une figure très complexe. Donc aujourd'hui on ne pratique plus les hiérarchies par empilement. Pourquoi ? Parce que quand vous faites un empilement, il y a bien quelque chose qui est spécifié au démarrage de la pile, mais ceux du dessous sont exclus de la pile du dessus parce qu'ils n'ont pas quelque chose que la pile du dessus a. C'est-à-dire qu'on a une amputation dans la hiérarchie par empilement. Si là je vous dis que vous avez le paléolithique, et là je vous dis que vous avez le néolithique, dans le paléolithique vous avez l'émergence de la pierre taillée, c'est une propriété effectivement qu'on trouve à l'origine du paléolithique. Au néolithique, on vous dit que ces pierres taillées deviennent des pointes de flèches et qu'on trouve d'ailleurs dans les cages thoraciques parce qu'au néolithique, c'est l'origine de la guerre. Mais on a exclu le néolithique du paléolithique en le mettant au-dessus. Si on était rigoureux, on mettrait le néolithique comme une sous-boîte du paléolithique parce que la pierre taillée n'a pas disparu du néolithique. Vous pourriez très bien faire une stratigraphie en hiérarchie par emboîtement. C'est pas la tradition, mais on pourrait très bien le faire. On ne perdrait rien du tout de l'information qu'on cherche à donner sur la mise en tranche de temps des couches archéologiques ou géologiques. Ce qu'on va chercher à ne pas faire justement, c'est aussi les silos. On va éviter les silos parce que les silos ne restituent pas la complexité de la distribution des attributs dans le vivant. Alors, des silos, de temps en temps, on en fait. Vous en connaissez, par exemple, c'est des boîtes qui s'ignorent les unes les autres. Hein. J'étais passé une fois en Guyane où une association écologiste avait distribué aux écoles un truc qui s'appelait classification. Alors, en rouge, c'est quand ils ont des poils, c'est des mammifères. En vert, quand ils ont des écailles, c'est des reptiles. En orange, c'est quand ils ont des plumes à la surface, c'est des oiseaux. Et en bleu, quand il n'y a rien sur la peau, c'est des amphibiens. Ça, c'est ce qu'on appelle des silos, des groupes qui sont séparés les uns des autres. Et ça ne reflète pas la complexité de la distribution des attributs. Parce que vous pourrez toujours trouver un petit malin, un élève en particulier, qui va dire « Mais madame ou monsieur, où est-ce que vous mettez les oiseaux là ?» Parce que, d'accord, les oiseaux, ils ont des plumes, mais moi, je vois que sur les doigts des pattes, ils ont aussi des écailles. Ah bah oui, les oiseaux, ils ont les deux.
Ils ont les écailles sur les pattes. Alors quand vous mangez du poulet, vous en apercevez pas parce que le boucher il a coupé la patte de l'oiseau juste avant le tarsométatarse et donc vous voyez pas les écailles. Mais si vous regardez une vraie poule dans un vrai poulailler ou un pigeon, vous voyez bien les écailles sur les pattes. Donc l'élève il a une requête qui implique que on va commencer à faire de la hiérarchie par emboîtement et non pas des silos et non pas de la hiérarchie par empilement. Alors l'hiérarchie des silos, vous en trouvez en chimie par exemple. Si vous connaissez la table de Mendeleïev, il y a des appellations globales qui sont données à certaines classes d'éléments, et ces classes ne s'emboîtent pas les unes dans les autres. Elles sont juste, elles se jouxtent, mais elles ne s'emboîtent pas. Alors évidemment, ce qu'on va chercher à faire, c'est une géométrie, c'est une armoire qui décrit au mieux la distribution des attributs. Alors, une des raisons pour lesquelles les classifications changent, parce que je ne vais pas éluder la question, là je suis en train de vous dire ce que c'est qu'une classification, mais une des raisons pour lesquelles les classifications changent, c'est précisément qu'on a changé la forme de l'armoire. Il a fallu un moment passer du système d'organisation de Charles Bonnet à un système un peu plus sophistiqué, qui est de la hiérarchie par emboîtement. Quatrième point. Alors si on est d'accord qu'on va faire de la hiérarchie par emboîtement, au fait, c'est pour parler de quoi? Parce qu'il y a 1000 façons de classer le monde là-dehors. De quoi va-t-on chercher à parler quand on va classer? On peut classer les êtres vivants, on peut décider de le faire sur ce qu'ils font en commun. La mouche vole, le pigeon vole. Je vais mettre la mouche et le pigeon dans un groupe en disant qu'ils volent. Je vais mettre, tiens, au fait, la chauve-souris là-dedans aussi, et puis la sauterelle. Enfin bref. On pourrait classer aussi sur ce qu'ils ont. Ah oui, tiens, c'est marrant. Ce avec quoi la mouche vole n'a rien à voir avec ce avec quoi le pigeon vole. Ah, je ne vais pas aboutir à la même classification. Si vous comparez une aile de mouche et une aile de pigeon, vous êtes mal parti. Hein. Parce que pour trouver une structure commune à une aile de mouche et une aile de pigeon, il faut descendre au niveau cellulaire. C'est organisé de manière complètement différente. Et donc j'ai quand même l'impression que l'aile de l'oiseau, c'est proche d'une patte de chien. Et oui, effectivement, il y a les mêmes os disposés pareil. Et que l'aile de la mouche, il n'y a même pas d'os dedans. Qu'est-ce que je fais avec l'aile de la mouche? Ah, ça ressemble à une aile de libellule. Oui, d'accord. Qu'est-ce que je fais? Je ne peux pas avoir à la fois une classification fondée sur ce qu'ils font et une classification fondée sur ce qu'ils ont. D'ailleurs, on a essayé au XXe siècle de faire les deux, et on s'en est assez mal sorti finalement. Vous avez ce qu'on appelle plusieurs cahiers des charges. Dans la tête d'un élève ou dans la tête d'un adulte ou dans la tête de n'importe quel individu, il y a des catégories qui sont faites sur les êtres vivants parce qu'elles désignent ces catégories, ce à quoi les êtres vivants servent, les comestibles, les toxiques, les nuisibles. Vous aviez cette catégorie il y a un siècle dans les salles de classe, les nuisibles dans lesquelles on mettait les renards, les belettes, les dorifores, les blattes, les souris, les rats, enfin tout ce qui portait préjudice aux intérêts des agriculteurs. Il y a donc une vision utilitariste du monde. Il y a une vision fonctionnaliste. On va mettre ensemble des êtres vivants parce qu'ils font des choses ensemble. Le phytoplancton, par exemple, c'est l'ensemble des êtres vivants qui font de la photosynthèse dans le milieu pélagique. Algues, parlons-en des algues. Ce qu'on appelle couramment les algues, c'est véritablement un concept fonctionnaliste, mais vous ne le savez pas. On met dans les algues tout ce qui fait de la photosynthèse en milieu aquatique. Les macroalgues, les microalgues, et pour ceux d'entre vous qui êtes un peu familiarisés avec la classification moderne, vous savez bien que les algues brunes ne sont pas du tout apparentées aux algues vertes. Les algues brunes font leur photosynthèse avec des petits organes qui, évolutivement, ont une origine différente du petit organe avec lequel l'algue verte, elle, va faire sa photosynthèse. Les algues brunes et les algues vertes n'ont pas de rapport. Pas de rapport direct en tant qu'algue, en tout cas. Et donc, les algues, là, on pourrait les mettre dans les catégories fonctionnalistes. Alors, l'écologie est une science qui, de temps en temps, selon les circonstances, a besoin de forger un concept pour désigner l'ensemble des fonctions que réalisent un certain nombre d'organismes. Et pourquoi pas? Elle en a besoin pour raisonner, mais elle n'a pas de volonté de classification exhaustive du vivant. Elle invente les concepts dont elle a besoin. Et puis, il y a des classifications qui sont fondées sur ce qu'ils ont, ce que les organismes ont, et ça, c'est le cahier des charges de la systématique. D'où est-ce qu'il vient, ce cahier des charges, au fait?
Alors, il a été fixé arbitrairement à un moment donné. Toute classification est arbitraire. Il y a eu un moment où il a bien fallu qu'on se mette d'accord sur sur la façon dont on allait classer l'ensemble du vivant dans une vision évidemment qui se proposerait d'embrasser la totalité de ce qui existe. Ce qui n'est pas le cas des classifications utilitaires et ce qui n'est pas le cas des classifications fonctionnalistes. Alors pourquoi est-ce que j'ai mis le portrait de ce brave Charles Darwin en frontispice ? C'est parce que c'est lui qui, dans le chapitre 13 de la première édition de l'origine des espèces, en 1859, c'est lui qui propose un cahier des charges fondé sur la filiation. Et c'est celui qu'on conserve aujourd'hui. Donc ce cahier des charges, il a 150 ans, vous voyez, un peu plus de 150 ans. Le système naturel de classification est fondé sur la filiation des êtres vivants et leur modification au cours de la généalogie. Les caractères que les naturalistes considèrent comme montrant les véritables affinités entre les espèces sont ceux qui ont finalement été hérités de parents communs. Ce que les espèces ont en commun, leur partage, elles l'ont hérité d'ancêtres communs. Et du coup, la classification véritable, elle est généalogique, elle reflète la généalogie, nous dit Darwin. La communauté d'ascendance est le lien caché que les naturalistes ont toujours inconsciemment cherché et non pas quelques plans inconnus de création, nous dit-il. Et quand il dit ça, il réfère à Linné, parce que le classificateur majeur qui le précède, c'est Linné, pour qui la classification est la restitution à l'intelligence des humains du plan divin de création. Donc Darwin change le cahier des charges dans ce texte. Il dit mais c'est pas la création. La bonne classification ne devrait pas être fondée sur la création, elle devrait être fondée sur la généalogie. Puisqu'il y a eu une généalogie, nous dit Charles Darwin. Cette généalogie, elle est théorique, c'est-à-dire qu'en fait, on a des individus, il le dit lui-même, on les a pas les ancêtres, mais on doit essayer de les tracer, d'en reconstituer en quelque sorte des portraits robots, d'en retrouver les traces. Les générations se suivent et ne se ressemblent pas. Ces générations, de temps en temps, ces flux de générations sont scindés au milieu. Et quand on recule encore, eh bien, ça fait une généalogie théorique avec des branches qui divergent. Pourquoi est-ce que ces branches divergent ? Tout simplement parce que lorsque vous avez des individus à droite et des individus à gauche qui sont séparés par une barrière à la reproduction, au bout d'un certain temps, eh bien, ils ne vont plus être capables de se reproduire entre eux. S'ils restent séparés suffisamment longtemps, il va y avoir un moment où ils ne seront plus capables de se reconnaître comme partenaires sexuels et faire de la descendance fertile. Tout simplement parce que le vivant change. Le vivant est matériel. Il n'y a aucune raison pour que l'altération matérielle d'un être vivant à gauche soit exactement la même que celle qui se produit à droite. Forcément, si vous engrangez du changement, vous engrangez de la divergence. Il n'y a pas d'évolution concertée entre les branches du vivant. Personne ne se concerte dans l'affaire. Donc, on a une divergence qui s'installe, et une espèce, d'ailleurs, par convention, c'est une bulle grise ici. Par convention de langage, on va appeler de la même façon les individus compris entre un point de séparation du flux de génération jusqu'au prochain point de séparation. En fait, l'espèce, qu'est-ce que c'est ? C'est un flux de génération non divisé. C'est un continuum généalogique, une espèce. Évidemment, elle s'arrête conventionnellement là où le continuum est brisé, et on va changer de nom. On va changer de nom pour la suite. Il n'y a pas plus de différence entre celui qui est juste avant l'arrêt de la bulle et celui qui est juste après qu'il n'y en a à l'intérieur de la bulle. Bon, je ferme la parenthèse sur cette espèce. Cette généalogie théorique, revenons-y. Elle est théorique, c'est-à-dire qu'en fait, elle structure la connaissance, elle structure votre interprétation du vivant. La généalogie, qu'est-ce que c'est ? C'est la recherche de l'ancêtre. Qui descend de qui ? Le problème, c'est qu'on n'a pas les ancêtres. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Il y a un petit malin au XXe siècle qui a trouvé une ruse. Alors, Darwin n'avait pas trouvé la ruse. Comme vous n'avez pas accès à qui descend de qui, vous avez au moins accès à qui est mon plus proche cousin. Et oui, parce que vous n'avez que des contemporains, en fait. Donc, qui est mon plus proche cousin ? Ce n'est pas la recherche de l'ancêtre, c'est la recherche du groupe frère. Qui est mon plus proche cousin ? Ça s'apporte un nom, ça s'appelle la phylogénie. Et là, vous allez pouvoir reconstituer des ancêtres comme des portraits robots. Et c'est ça qui va faire la classification, en fait. Donc, vos actuels sont là, vous reconstituez des degrés relatifs de cousinage entre les espèces.
Ça n'est pas de la généalogie, ça porte un nom, ça s'appelle de la phylogénie, un terme qui est forgé au XIXe siècle, en 1866. La phylogénie, c'est pas un arbre fait sur la comparaison des gènes. Il y a beaucoup de gens qui pensent ça. Phylogénie, étymologiquement, ça vient de phylum et génésis, c'est-à-dire l'arbre qui raconte la genèse des lignées. Phylum, c'est lignée, genèse, génésis. Les ancêtres ne sont pas concrets dans une phylogénie, ils sont abstraits. Ce sont les portraits robots du meurtrier dans le commissariat de police. Personne n'irait dire qu'il n'y a pas eu de meurtrier au motif que le commissaire ne connaît du meurtrier que son portrait robot. Pareil en science. Personne n'irait dire qu'il n'y a pas eu d'ancêtres au motif qu'ils ont disparu et qu'on ne les a pas. Il y en a eu, ils sont théoriquement requis, mais ils sont concrètement inaccessibles. Ça, c'est pas facile à comprendre, parce que toutes les sciences ont besoin d'une théorie pour structurer les connaissances. Il n'y a pas de science sans théorie. Et surtout pas la biologie. Il y a bien une théorie de la biologie qui vous dit que les êtres vivants émanent d'une généalogie passée. Et nous ne pouvons reconstituer de cette généalogie passée que des scénarios sous forme de portraits robots, comme l'historien reconstitue un scénario de la bataille d'Austerlitz. Il n'y a pas de témoin oculaire de la bataille d'Austerlitz que je sache. Eh bien, ça n'est pas une raison. Personne dans la salle n'irait dire que la bataille d'Austerlitz n'a pas existé parce que je n'ai pas de témoin oculaire de la bataille d'Austerlitz. Ça, c'est ce qu'on appelle de la science d'historien. C'est la science des objets qui n'ont jamais existé qu'une seule fois. La bataille d'Austerlitz n'a existé qu'une seule fois. Les individus qui y ont participé n'ont existé qu'une seule fois. Eh bien, les êtres vivants n'ont existé qu'une seule fois, tous individuellement. C'est pas une science qui marche avec des lois comme la physique ou la chimie. C'est une science d'historien qui maximise la cohérence dans le partage des attributs, c'est-à-dire le partage des caractères, et en construit un scénario plausible des caractères qui sont à l'origine de ce qui est distribué aujourd'hui. C'est véritablement de la science d'historien. La recherche des cousinages. La recherche des cousinages concerne aussi bien les actuels que les fossiles. Là, j'ai mis un fossile. Le fossile n'est pas nécessairement un ancêtre incarné, il est un cousin parmi les cousins. Simplement, il s'inscrit dans une temporalité différente, c'est tout. Mais il n'a pas besoin d'avoir un statut particulier au regard de la classification. Alors, venons-en à la classification, précisément, et là, vous aurez tout compris. Cet arbre rouge qu'on appelle la phylogénie, eh bien, pour Darwin, ça fabrique une classification, c'est-à-dire des boîtes dans des boîtes. Vous mettez dans la boîte jaune les individus ensemble. Pourquoi ? Parce qu'ils ont un ancêtre commun jaune qui leur est exclusif. Les jaunes plus les violets sont dans une boîte un peu plus grande, l'ancêtre commun est un peu plus profond, etc., etc. Donc vous avez compris que la mise en généalogie du monde, ou pour être exact, la mise en phylogénie du monde vivant, va produire une classification. Ça, c'est une révolution qui va avoir lieu au milieu du XXe siècle. Charles Darwin n'arrive pas à la mettre en place. Il donne le programme, mais il n'arrive pas à le réaliser, en fait. Il n'a pas la méthode pour le faire. Ça, c'est quelque chose qui va arriver au XXe siècle. C'est une des raisons pour lesquelles les classifications changent. Vous avez déjà vu deux raisons. La première raison, c'est la forme de l'armoire. Et la deuxième raison, c'est décider d'un cahier des charges et arriver à s'y tenir. Eh bien, figurez-vous qu'on n'est pas entre ce qu'a dit Darwin en 1859 et le succès à y venir, il s'est écoulé un siècle. On est arrivé à faire ce que Darwin a préconisé seulement un siècle après. D'où ces figures où vous avez alors c'est des figures compliquées, ce sont des branches. Il y a un début, il y a des bouts de branches, voilà, on a des arbres qui sont là, et sur chaque branche, vous avez un nom. Si vous avez un nom de groupe sur chaque branche, vous avez exactement ce schéma-là. Vous avez dans un groupe un ancêtre et tous ses descendants. Bon, ça c'est une classification particulière, elle a un cahier des charges particulier, c'est ce qu'on appelle une classification, attention au mot, phylogénétique. Ça veut dire quoi ? Phylogénétique, ça veut dire une classification fondée sur les relations de cousinage. Chaque groupe comprend un ancêtre et tous ses descendants. Et ça vous fait des figures sur le web que vous trouvez où les relations de parenté, c'est-à-dire les relations de cousinage entre les espèces, sont directement reliées à la classification de ces espèces. Alors les obstacles de nos contemporains face à ces classifications restent des obstacles culturels liés à l'héritage monothéiste, où l'homme est extirpé de la nature, l'homme ne se pense pas dans la nature, et l'homme l'humain est obsédé par sa spécificité. Combien de fois entendez-vous quel est le propre de l'homme ?
Ah, vous me faites marrer, vous, avec vos classifications. Mais alors, quel est le propre de l'homme? Ah, mais on a donné aux chimpanzés des cultures, on a donné aux chimpanzés la capacité de la négociation. Récemment, cette semaine, dans le journal Science, il y a un papier qui vient de sortir et qui montre que des primatologues ont détecté chez les chimpanzés la capacité de savoir que son congénère a une pensée qui est fausse par rapport à la réalité. C'est-à-dire, en fait, les chimpanzés sont capables de savoir que le congénère a des croyances, même si ces croyances ne correspondent pas à la réalité du monde. Les chimpanzés savent ce qui est vrai, ils savent ce qui est faux, et ils savent que le congénère se trompe sur ce qui est vrai. Ça, c'est une propriété qu'on croyait seulement réservée aux humains. Eh bien, aujourd'hui, on sait que ces propriétés sont expérimentalement mises en évidence chez le bonobo, chez le chimpanzé et chez l'orang-outan. Voilà encore une propriété qui était réservée aux hommes jusqu'à présent et qu'on donne aux animaux. Scandale chez ceux qui raisonnent dans la différence. Scandale, mais alors, si vous n'arrêtez pas de donner des trucs à des chimpanzés, quel est le propre de l'homme, nous demande-t-on? Eh bien, cette question n'est pas une question de systématicien. Parce que le systématicien ne raisonne pas en division, dans un axe unique, où d'un côté l'homme se surdéfinit, et de l'autre côté l'animal, lui, n'est jamais défini, ou le singe n'est jamais défini. Mais au contraire, le systématicien, je vous l'ai déjà dit, procède par emboîtement. Ce qui l'intéresse, ce n'est pas la division, ce qui l'intéresse, c'est de savoir ce que l'homme a en commun avec celui qui précède, là, je ne vais pas le nommer, hein. Et puisque ces deux-là ont en commun avec celui qui est encore avant, et que ces trois-là ont en commun avec celui qui est encore avant, ce sont des partages emboîtés les uns dans les autres qui sont intéressants pour décrire le monde, et pas la différence. Si vous êtes dans une logique de différence, vous finissez tout seul. Parce que quel est le propre de l'homme? Mais quel est le propre de l'occidental? Mais quel est le propre du français? Mais quel est le propre des gens de mon village? Et puis quel est le propre de moi-même? Ouais, d'accord, hein, vous m'avez compris. Bon, alors éviter la pensée par la différence, en science, c'est un objet capital, c'est un enjeu capital. Pourtant, nous avons beaucoup de penseurs qui s'expriment dans les journaux et qui montrent qu'ils sont arc-boutés sur des logiques de différence et pas sur des logiques de partage, alors qu'ils sont en train de parler de la relation de l'homme à la nature. Vous ne gérerez pas la relation de l'homme à la nature si on continue à se penser en dehors de la nature, en différence avec elle. Ça, c'est un enjeu sociétal considérable. Alors voilà Luc Ferry, le 7 août 2014, à l'occasion de la sortie du film La planète des singes, où dans ce film, le réalisateur est assez malin. Comme dans tous les films américains, il y a des méchants et il y a des gentils. Mais la ligne de partage entre les méchants et les gentils, elle est orthogonale à la ligne de partage entre les singes et les hommes. C'est-à-dire que, vous m'avez compris, hein, il y a des hommes gentils et des hommes méchants, il y a des singes gentils et des singes méchants, et les hommes gentils et les singes gentils vont main dans la main lutter contre les précédents. Enfin bref, Luc Ferry donc se dit, mais depuis des décennies maintenant, l'argument est devenu rituel, on trouverait chez nos cousins des embryons de tous les comportements les plus typiques des humains, des règles sociales, morales, esthétiques, linguistiques, voire des rituels funéraires si proches des nôtres qu'il faudrait rabaisser notre caquet, admettre enfin que nous ne sommes que des animaux comme les autres, simplement un peu plus prétentieux et dévastateurs de la planète. Pour posséder une part de vérité, ce discours n'en est pas moins, en dernière instance, tout à fait fallacieux. Car, sur le plan éthique et scientifique, la différence, et là il insiste, la différence reste et restera à jamais radicale. Voilà un philosophe qui déclare que la quantité de différence entre nous et les singes est radicale. Et ça, c'est une notion de valeur, ce n'est pas une notion de fait. Nous différons des espèces voisines par des degrés. Où est-ce qu'elle est la radicalité, si ce n'est que vous prenez un caractère et vous décidez qu'il est radical? Y a-t-il sur Terre un seul grand singe pour se soucier du sort des enfants frappés par le virus Ebola en Afrique? Hein? Alors? Hein? Mais ça, bon, je me tais. Ou torturés en Syrie? Évidemment non, rien ne laisse penser que cette situation dissymétrique puisse un jour changer. Vous pourrez toujours extirper une différence, évidemment, aussi absurde soit-elle. Puisque l'intérêt du rapport de l'homme à la nature, vu par les sciences, pas vu par la philosophie de Luc Ferry, mais vu par les sciences, l'intérêt, je l'ai déjà dit, c'est de spécifier des partages. Le plus difficile, c'est ça, évidemment, c'est de spécifier des partages, et pas des différences. Donc vous avez compris que l'obstacle culturel à la classification, c'est pas seulement que le changement des classifications nous embête, c'est aussi que nous ne pensons pas toujours de manière conforme à comprendre la classification. La classification ne raisonne pas par amputation ou par différence. Il y a aussi un héritage, et j'en terminerai par là, il y a un héritage difficile de par les chemins par lesquels nos sciences sont passées. C'est que nous avons voulu
dans la classification, faire le récit de l'histoire de la vie. Et quand on fait un récit, on prend arbitrairement des étapes et on fait de ces étapes des marchepieds glorificateurs de notre propre émergence. Et ça, il y a un acteur qui a été très fort là-dedans, ça a été Ernst Mayr, l'ornithologue américain, qui a préconisé une école de classification au XXe siècle, qu'il a appelée lui-même de éclectique. Et pour cause, éclectique, oui, tout à fait. Si j'étais péjoratif, je dirais il a su mettre complètement le fait de courir après plusieurs lièvres à la fois. On va classer à la fois sur ce qu'ils ont, mais aussi sur ce qu'ils font, sur les sauts écologico-adaptatifs. Si vous courez après 3 lièvres à la fois, vous n'en attrapez aucun, et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est que Ernst Mayr a pérennisé, à travers une classification qui parlait d'évolution, il a pérennisé les vieilles classes linnéennes, parce que ne pouvant pas atteindre un cahier des charges en particulier, vu qu'il en courait après 3 à la fois, aucun des 3 n'était atteint, et l'inertie de la tradition se maintient. Vous avez appris, alors peut-être pas toute la salle, mais certains d'entre vous avaient appris à l'école que les oiseaux descendent des reptiles, et que les reptiles descendent des amphibiens, et que les amphibiens descendent des poissons. Ernst Mayr pratique ce qu'on appelle le réalisme de la catégorie, c'est-à-dire qu'il pense que les espèces sont dans la nature, alors que Darwin, non. Darwin pense que les espèces sont des conventions de langage posées sur des moyennes à peu près régulières, mais c'est nous qui faisons la convention de langage. Et Ernst Mayr défend une certaine forme de réalisme de la boîte, ou du taxon pour faire savant. C'est que la propriété d'ancêtre à descendant, elle n'est pas assignée au contenu, elle est assignée au contenant. Les oiseaux ne descendent pas des reptiles, les oiseaux sont des reptiles. La boîte oiseau, elle est dans la boîte reptile. C'est-à-dire que le contenu, lui, évidemment, il descend des uns des autres. Mais le contenant, lui, il s'emboîte. J'arrête pas de vous montrer des boîtes emboîtées depuis tout à l'heure. Donc il y a une confusion épistémologique au XXe siècle entre les propriétés des contenants et les propriétés des contenus. Le contenu, c'est un flux généalogique qui n'arrête pas de changer. Mais le contenant, ce sont des emboîtements langagiers temporairement stables sur une interprétation de ce qu'a été la généalogie des contenus. Donc, évidemment, ces figures-là, vous les avez vues dans tous les livres, mais elles sont en travers de la façon dont on classe aujourd'hui. Alors, évidemment, si vous dites que les oiseaux descendent des reptiles, Ernst Mayr nous dit lui-même, les reptiles ont été faits parce que les oiseaux ont appris à voler. Et par là, Ernst Mayr nous dit, mais les reptiles n'ont pas été faits pour eux-mêmes, ils ont été faits comme marchepieds de l'émergence des oiseaux. Il nous dit clairement, en 1974, nous n'aurions jamais fait les reptiles s'il n'y avait pas eu les oiseaux pour apprendre à voler. Donc, en fait, les oiseaux sont les provinciaux, non, les reptiles, pardon, sont les provinciaux des oiseaux, comme les poissons sont les provinciaux des tétrapodes. Vous ne trouverez jamais un seul caractère unique au poisson. Vous pouvez toujours chercher, hein. Ça n'existe pas. C'est pour ça que le mot poisson, d'ailleurs, a disparu des classifications phylogénétiques. Une truite est plus apparentée à vous qu'elle ne l'est d'un requin. Il faut quand même le savoir, hein. Vous et la truite, vous partagez le pariétal, le frontal, l'occipital, le dentaire, le maxillaire. Vous avez un tas d'os dans la tête avec la truite. Les requins, eux, ils font autre chose. Ils ont autre chose, pardon. Un requin est plus apparenté à vous qu'il ne l'est d'une lamproie. Un dipneus est plus apparenté à vous qu'il ne l'est d'une truite. Enfin, les poissons, ça n'a pas de rapport à la filiation. C'est un vieux terme qui a été pérennisé dans la classification depuis Linné, parce qu'on a fait des marchepieds. Au XXe siècle, on a fait des marchepieds avec Ernst Mayr. Oui, les poissons sont les animaux à crâne, mais ce sont les animaux à crâne qui ne sont pas sortis de l'eau. Qui est sorti de l'eau ? C'est le groupe de l'homme. Alors non seulement on ne classe pas sur ce qu'ils ont, on classe sur ce qu'ils font, sortir de l'eau ou pas, mais en plus on classe sur ce qu'ils ne font pas. C'est-à-dire que ça c'est doublement... il est gratiné celui-là, il y en a 2. Hein, Donc c'est ce qu'on appelle des grades en fait. Ce sont des degrés de complexité qui sont des marchepieds à la signalisation du groupe qui va arriver au-dessus dans une confusion des propriétés qui intéressent le contenant et des propriétés qui intéressent le contenu. Donc cette école de classification, elle n'a plus cours aujourd'hui, mais elle a mis du temps à disparaître des programmes scolaires et des cursus universitaires. C'est ce qu'on appelle la classification gradiste, hein, c'est-à-dire l'organisation par grade de complexité des classes. Les classes s'emboîtent. Elles ne se suivent pas les unes les autres. Elles s'emboîtent. C'est ça que vous devez retenir, en fait. Alors, que pensait-on faire ? Parce que ce n'était pas non plus dénué de sens pour les gens qui proposaient ça. On ne va pas les faire passer pour des
pour des simplets, c'est pas du tout le cas. Il voulait à la fois tenir compte de l'apparentement et il voulait tenir compte aussi de ce qu'ils appelaient les sauts adaptatifs. Cette flèche rouge que vous voyez, elle s'étend sur un espace qu'on disait non occupé. Alors voilà, il y a un lézard, un crocodile, un oiseau, vous avez le temps vertical, et puis horizontal, vous avez la divergence, c'est-à-dire la quantité de changement. Eh bien, ce que dit cette figure, c'est que les oiseaux ont beaucoup changé sur leurs branches propres. Ils ont fait, dit-on, un saut adaptatif, ils ont appris à voler, et parce qu'ils ont appris à voler, on va laisser d'un côté les reptiles, parce qu'ils ne l'ont pas fait, et puis on va extirper les oiseaux, parce qu'ils l'ont fait. Et puis entre deux, en général, on considère qu'il y a un saut, c'est-à-dire en fait quoi ? Il n'y a pas de documentation. Alors il y a plusieurs raisons pour lesquelles ce programme est fallacieux. Le premier, c'est que le saut que vous voyez là, c'est lié au caractère lacunaire du registre fossile. Depuis les années 60, le trou qu'il y a là, c'est complètement comblé. Maintenant, vous n'ouvrez plus pour la science ou la recherche sans trouver un dinosaure à plumes. D'ailleurs, les oiseaux sont des dinosaures, au demeurant. Mais quand je dis dinosaures à plumes, j'entends par là des organismes qui peuvent faire 9 mètres de long, avoir des petites pattes grandes comme ça, et puis être couverts de plumes. D'ailleurs, c'est sur le fossile, on les voit, les plumes. Hein. Ce que je veux dire par là, c'est que vous avez une foule de fossiles qui font que ce qu'on pensait être un saut au début du XXe siècle ou au milieu du XXe siècle n'en est plus un en réalité. Mais surtout, en fait, ce que vous devez retenir, c'est que si on laisse un groupe d'un côté parce qu'il n'a pas fait quelque chose, on procède par amputation. Et depuis tout à l'heure, on n'arrête pas de dire que c'est sur les partages qu'on travaille et pas les amputations. Alors, le groupe des reptiles, aujourd'hui, existe toujours, mais vous devez savoir que dans une classification moderne, les oiseaux sont dans les reptiles. Les oiseaux sont des dinosaures, et les dinosaures sont des reptiles. Et les reptiles sont des amniotes, les amniotes sont des tétrapodes, qui sont des vertébrés, qui sont des métazoaires. Enfin bon, bref, vous pouvez consulter un livre sur les classifications, si vous le voulez. Même chose pour les poissons. Les poissons sont les vertébrés qui ne sont pas sortis de l'eau. Un dipneuste qui a des poumons alvéolés fonctionnels comme vous et qui a un numérus dans le bras et dans la nageoire antérieure et dans la nageoire postérieure perd. Ce dipneuste est plus apparenté à vous qu'il ne l'est d'une carpe. Il y a des ancêtres communs ici, exclusifs. Si vous faites une classification phylogénétique, vous faites d'un côté le dipneuste et la vache ensemble, ça s'appelle les ripidistiens. Et puis de l'autre côté, vous laissez les actinoptérygiens de côté. Tout à l'heure, là, c'était ça. Hein. Si vous faites une classification phylogénétique, crocodiles et oiseaux sont dans les archosaures, et puis le lézard fait partie des lépidosaures. Bon, vous voyez bien que deux cahiers des charges qui réussissent ou pas mènent à des classifications différentes. Encore une raison pour laquelle les classifications changent. Si on réussit son cahier des charges, eh bien, on arrive à faire changer les classifications. Alors, le saut adaptatif ici, selon l'école du XXe siècle, c'était la sortie des eaux, la grande étape de l'évolution. Et ces schémas de l'école synthétique de la classification, ces schémas essayaient de faire un récit de l'histoire du vivant. Il y avait un quatrième lièvre après lequel on courait, c'est arriver à faire un récit. Et du coup, on ne pouvait pas tout tenir à la fois. Là, le récit, c'était qu'il y avait la sortie des eaux, dont certains d'entre vous ont entendu parler au lycée. Ça se fait plus tellement maintenant, mais il y a eu une époque où on parlait beaucoup de la sortie des eaux au lycée. On devrait parler des sorties des eaux, parce que si vous vous documentez un peu, vous vous apercevez que, en réalité, lorsque les vertébrés atteignent la terre ferme au Dévonien supérieur, c'est-à-dire il y a 380 millions d'années, la Terre elle est déjà bien habitée. Hein. Il y a déjà des annélides, des mollusques sur Terre, il y a déjà des bactéries, des champignons, des plantes érigées, il y a déjà des insectes qui sont là, depuis le Silurien. Enfin bref, il y a énormément de choses sur Terre. Il y a eu des sorties des eaux, bien sûr. Et puis sorties, pourquoi sorties ? Sachant qu'effectivement, il y a beaucoup de retours à l'eau, et qu'en fait, si vous regardez de près, la vie oscille en permanence entre le milieu aquatique et le milieu aérien. Vous trouvez plein de tétrapodes qui, évolutivement, retournent, entre guillemets, à l'eau. Pensez aux tortues marines, pensez aux serpents marins, pensez aux crocodiles marins, pensez aux manchots, aux ichthyosaures, aux élasmosaures, aux morses, aux phoques, aux loutres, enfin bref, il y a tout un tas de bestioles qui passent le plus clair de leur vie dans l'eau et qui ont des ancêtres terrestres. La sortie des eaux, c'est un motif d'héroïsation de l'histoire de notre propre lignée, parce que ceux qui marchent sur Terre, c'est nous. Gareth Nelson, un ichthyologiste américain que j'ai bien connu, disait que si les téléostéens, c'est-à-dire les poissons modernes, avaient classé le vivant, les tétrapodes auraient été regardés comme un cul-de-sac de l'évolution. Qu'est-ce qu'ils sont allés foutre dehors, là ? On est si bien dans l'eau. Qu'est-ce qu'ils sont allés faire dehors ?
Mais là, c'est la même question. La sortie des eaux, moi, ça me donne envie de poser la question à la maîtresse ou à l'universitaire. Mais si vous me dites que les poissons sont adaptés à la vie dans l'eau et que vous me dites qu'au Dévonien supérieur, ils sont sortis des eaux, qu'est-ce qu'ils sont allés faire dans l'eau? Eh bien, je ne vous mens pas, il y a des scénarisations de cette question. Vous visitez le nouveau musée d'histoire naturelle de Bruxelles. Il y a un motif qui raconte la sortie de l'eau. Il y a un motif, je veux dire, il y a un espace audiovisuel. Vous vous asseyez dans le petit carré, vous regardez l'espace audiovisuel et on vous raconte la sortie des eaux. Vous avez un déploiement généalogique avec l'eau en bas qui est bleue et l'air qui est blanc au-dessus. Et puis alors, il y a un petit individu qui court le long de la branche. C'est un arbre généalogique du vivant. Un individu court sur les branches. Puis au moment où, en courant, il se transforme en même temps. C'est un individu qui se transforme. Je vous dis pas. Bon, enfin bref. Ça court. Et puis il y a un moment, il arrive au sommet de l'eau. Et alors, tout à coup, on change de film. Ça zoome sur un animal qu'on appelle Eriops, c'est une espèce de gros amphibien de l'ère primaire. Et alors, il est sur une berge. Il regarde la berge. Non, mais c'est scénarisé, hein. Et il monte sur la berge. Et puis alors, la berge, elle glisse. Alors, il y a un roulement de tambour. Brrr, on monte sur la berge. Et puis, j'aurais dû le filmer parce que franchement, c'est hilarant. Et alors, il tombe. Il tombe parce qu'il n'est pas adapté, le pauvre. Alors, il tombe dans l'eau. Et puis, hop, il y a une musique tonitruante qui repart. Et parce qu'il en veut, il faut conquérir le milieu terrestre. Alors, il remonte. Et il réessaye de monter. Et il retombe. Et vous vous dites, mais qu'est-ce que le public comprend de l'évolution là-dedans? Alors, effectivement, nos élèves peuvent nous dire, mais pourquoi sont-ils allés sortir de l'eau alors qu'ils étaient bien dans l'eau? Alors, il y a des humoristes qui égratignent les mauvaises métaphores des scientifiques et ils ont raison de le faire. Gary Larson, lui, nous dit que les poissons jouaient au baseball et il y en a un qui a foutu la balle sur la berge et qu'il a bien fallu qu'ils aillent chercher la balle. Ça, c'est un Américain, mais il y a aussi les Français. Un Français, Pichat, pour ceux qui connaissent. Alors Pichat, lui, s'est dit, mais voilà, Noé était bourré et il a mis les poissons dans l'arche. Et puis il y a la version plus libidinale de Frank Shaw, qui est un dessinateur américain, vous voyez un célacanthe. Vous avez un célacanthe, là, il est bien dessiné le célacanthe, on voit bien. Vous sachez qu'un célacanthe est plus proche de vous qu'il ne l'est d'une truite, hein. Et bien là, le célacanthe est venu mordre un appât, enfin bon, bref. Donc venons-en au fait. Le fait, c'est que nous avons eu besoin d'héroïser l'évolution de notre propre lignage dans les classifications, et qu'au XXe siècle, nous avons été naïfs sur le contenu, la capacité qu'une classification pouvait avoir à contenir un récit. Une classification ne contient pas un récit. Une classification procède par emboîtement. Elle parle du degré de généralité de la distribution de ce qu'on a. Qui partage quoi avec qui? Le plus général au plus particulier. C'est extrêmement sain. Pourquoi c'est extrêmement sain? Parce que ça pacifie votre rapport à la nature. Si je vous dis que vous êtes un animal, enfin si vous dites ça dans une classe de collège, l'homme est un animal, il y a certainement des enseignants de collège dans la salle. Si vous sortez le truc brutalement, la moitié de la classe ou presque refuse l'assertion. L'animal, c'est dégradant dans la culture de l'élève. Si vous dites l'homme est un singe, c'est encore pire. Vous n'imaginez pas la difficulté qu'on a. On vient de faire un MOOC pour les 1 an de la rénovation du musée de l'homme. On vient de faire un MOOC sur l'histoire paléontologique de l'homme. Et on enfonce le clou. Dans le MOOC, on dit l'homme est un singe. Mais face aux interlocuteurs qu'on avait pour faire le MOOC, on s'aperçoit encore que dans la culture générale, le fait que l'homme soit un singe n'est pas du tout un acquis. Pour un systématicien, c'est évident. Les simiens, c'est-à-dire les singes, sont définis par la fermeture postéro-latérale de l'orbite. Ils sont définis par les deux frontaux fusionnés. Si vous regardez un crâne humain, l'orbite est obturée postérieurement et il a un seul frontal ici. Il n'y a pas une suture au milieu, il y a bien deux frontaux fusionnés en un seul frontal. Taxonomiquement, l'homme est un singe. Mais le fait que vous soyez des singes dans cette boîte-là ne vous empêche absolument pas d'être proprement humain dans cette boîte-là. Donc la géométrie par emboîtement, elle est pacificatrice, elle est extrêmement riche, puisque ce n'est pas par différence que je pense, c'est par partage. Et rien de ce qui fait de vous un animal ici, parce que vous avez du collagène dans votre peau, ne vous empêche d'être un homme ici, avec toutes les particularités que vous voudrez vous trouver en tant qu'humain. Donc il n'y a pas d'opposition dans des hiérarchies par emboîtement, il n'y a pas d'opposition entre être un homme, être un animal ou être un singe. Ce sont des propriétés emboîtées. Ce n'est pas très difficile à comprendre,
mais c'est pas toujours facile à avaler. Voilà. Ce qui m'amène à ma conclusion. Discours de valeur, discours de fait. Les classifications, il leur est arrivé, évidemment, dans l'histoire des sciences, à avoir véhiculé des valeurs. Il leur est arrivé de véhiculer des valeurs là où les sciences n'étaient pas encore émancipées du devoir dire théologique. Néanmoins, depuis plus de 2 siècles, le discours scientifique collectivement assumé, je dis bien collectivement assumé, s'est émancipé du devoir dire théologique. Les scientifiques ne sont pas prescripteurs, ni en récit, ni en morale. Enfin, prescripteurs en récit. Ils peuvent raconter une histoire de la vie, mais ça restera une histoire de la vie dont ils sont conscients qu'ils n'ont puisé que quelques étapes qui donnent sens à la structuration actuelle de la biodiversité. Mais c'est pas un discours ancré en morale. C'est-à-dire, en gros, ce que j'essaie de dire, c'est qu'au milieu de la figure ici, vous avez le cœur méthodologique des sciences, dans lequel il y a des règles de l'objection, des règles de l'acceptation des résultats collectivement assumés, et ces résultats ne sont pas validés parce qu'ils sont moralement recevables ou pas. La morue, groupe frère du Saint-Pierre, et pas de la Baudroie, c'est moral ou pas? 2 + 2 = 4, c'est moral ou pas? La girafe plus proche de la baleine qu'elle ne l'est de la taupe, c'est moral ou pas? Le chimpanzé plus proche de l'homme qu'il ne l'est du gorille, c'est moral ou pas? Ah tiens, tout à coup, il y en a plein qui se lèvent. C'est bizarre, non pas vous, hein, mais il y a des questions de fait collectivement et rationnellement gérées par les sciences qui ne sont pas validées parce qu'elles sont moralement réprouvables dans le champ des citoyens ou moralement acceptables dans le champ des citoyens, mais qui ont leur propre dynamique de validation. Donc les sciences, dans la dynamique de validation des savoirs, ne sont pas immorales, elles sont amorales. Par contre, autour, vous avez évidemment l'espace du laboratoire, voire l'espace social, qui, lui, conditionne la mise en œuvre d'un certain nombre d'expériences. Et là, évidemment, l'éthique s'installe. Dans la couche périphérique, vous avez la place de l'éthique. On ne fait pas n'importe quoi dans un laboratoire. Lorsque je tue un téléostéen, vous ne me ferez pas dire poisson, lorsque je tue un téléostéen, eh bien, je l'anesthésie. Et j'anesthésie parce que vous avez fait voter des lois contre la souffrance animale. Je vous garantis que le résultat de l'expérience ne dépend pas du fait que l'animal ait été anesthésié ou pas. La position phylogénique de la morue ne dépend pas si la morue que j'ai choisie est anesthésiée ou pas. Vous vous doutez bien que ça n'a aucun impact. L'anesthésie, elle est dans la couche bleue. Donc il y a bien un espace éthique dans l'espace du laboratoire. Par contre, la mécanique de la démonstration, elle est dans le cœur violet. Et donc, effectivement, les classifications ont été confuses dans leur passé, mais je pense qu'elles ont acquis, au cours du dernier tiers du XXe siècle et jusqu'à présent, elles ont acquis davantage d'objectivité. Alors, d'objectivité, pourquoi? Et ça, il faut comprendre le sens de cette figure que je vous ai mise ici. L'homme aujourd'hui est classé comme toutes les espèces, avec la même méthode de travail que celle avec laquelle on classe toutes les espèces. Cette figure ne vous dit pas l'homme a la même valeur que les autres espèces. Ce n'est pas une figure qui parle de valeur. Si l'homme est une branche parmi d'autres, c'est simplement que la méthode de travail avec laquelle on a regardé l'anatomie de l'homme est la même méthode de travail que celle avec laquelle on a regardé l'anatomie des autres espèces. Cette figure ancre l'homme en nature, mais elle ne s'exprime pas sur la valeur, évidemment, que vous devez donner à l'homme, ou d'ailleurs à autre chose, au ver de terre, à la pâquerette ou à l'hippopotame, ce que vous voulez. Ce n'est pas une figure qui s'exprime en valeur. Je le précise parce que souvent, en regardant cette figure, beaucoup de gens sont tentés de dire « Ah, l'homme est une espèce comme les autres, ou une branche comme les autres. » Oui, mais comme les autres, de quel point de vue? Du point de vue méthodologique, ça oui. Mais du point de vue de la valeur, je répète, cette figure ne dit pas l'homme est une espèce comme les autres. En fait, les scientifiques ne s'expriment pas sur la question des valeurs. C'est dans l'arène des citoyens que ces valeurs doivent être décidées. L'espace du laboratoire n'est pas légitime pour légiférer dans ce domaine-là. Donc les classifications ne s'occupent pas de savoir si l'homme vaut ou pas comme d'autres espèces. On trouve beaucoup de confusion sur la toile sur cette question. C'est une figure qui conclut, voilà de quoi on est passé. Alors la figure du haut, c'est l'héritage dont vous avez hérité à l'école si vous avez au-dessus d'un certain âge. Je ne préciserai pas. Ça, c'est la classification qu'on peut avoir reçue quand on a mon âge, par exemple. Et au cours du XXe siècle, il y a eu véritablement un changement dans la façon de travailler. Rendez-vous compte qu'en haut, les classes linéennes
sont prises comme des existants, poissons, amphibiens, reptiles, oiseaux, mammifères, c'est pris comme des existants, et on cherche les relations d'ancêtres descendants entre des boîtes dont on dit qu'elles sont existantes. Il y a un réalisme de la boîte, un réalisme du taxon, si vous préférez, dans la figure du haut. Alors, comme on est évolutionniste, eh bien, on cherche les relations de filiation. On dit, effectivement, les reptiles descendent des amphibiens, les amphibiens descendent des poissons. Les boîtes préexistent à la recherche des relations de filiation. En bas, c'est le contraire. Je ne sais pas si vous imaginez le tremblement de terre dans les têtes. En bas, c'est l'inverse. En bas, on a des entités à classer. On cherche d'abord les relations de cousinage, et seulement après, on fait les boîtes. Eh bien, quand vous imaginez un changement aussi profond dans la façon de travailler se produit dans les laboratoires, vous avez, au XXe siècle, un trou de génération qui est lié au fait qu'on ne recrute pas de systématiciens pendant 40 ans en France, mais ce n'est pas seulement ça, que les laboratoires de zoologie, de botanique et de paléontologie disparaissent de l'université française et du CNRS, disparaissent du radar complètement. Ça n'est revenu que depuis le début des années 2000, pas avant. C'est pas seulement que la démographie du métier a été sinistrée au XXe siècle, c'est aussi qu'une génération ancienne qui a appris à travailler dans l'école de la théorie synthétique ne pouvait pas comprendre, ne pouvait plus comprendre les nouvelles façons de travailler qui sont arrivées par la suite, lesquelles étaient endossées par des jeunes recrutés. Mais il n'y avait pas de génération intermédiaire pour faire passage de flambeau. Ce qui fait que la situation dramatique qu'a vécue la systématique au XXe siècle, ça a été le combat dans les laboratoires entre les petits cons et les vieux cons. Vous avez compris. C'est ce qu'on appelle en science un changement de paradigme, hein. C'est-à-dire un changement profond de façon de travailler. Une des raisons pour lesquelles nos classifications changent. Alors ce soir, vous aurez appris que les oiseaux sont des dinosaures, parce que les boîtes s'emboîtent les unes dans les autres, elles ne dérivent pas les unes des autres, que les dinosaures sont des reptiles, que les poissons, c'est remplacé par autre chose. On ne parle plus de poissons dans une classification phylogénétique, on ne parle plus non plus d'invertébrés. Une étoile de mer est plus apparentée à vous qu'elle ne l'est d'un escargot. Il faut quand même le savoir. Et puis il y a des choses plus marrantes, plus subtiles. Ah oui, une des raisons pour lesquelles les classifications changent, c'est aussi l'accès à de nouvelles catégories de caractères, comme les génomes par exemple. Bon, alors l'ADN fait son irruption en classification. On ne compare pas que des organes, on compare aussi des séquences génétiques. Alors je ne rentre pas dans les détails, mais il y a des petites astuces, des petits trucs marrants dont je veux vous parler. Sachez que depuis 2008 à peu près, les faucons ne sont plus apparentés aux aigles. Les falconiformes ont explosé. Les faucons, alors les falconidés pour être exact, sont apparentés à un groupe perroquet plus passereau. Et les accipitriformes, c'est-à-dire les aigles, eux sont apparentés aux chouettes. Donc l'étude du matériel génétique permet de temps en temps de confirmer ou pas certains groupes anciens. Alors rassurez-vous, la plupart des ordres d'oiseaux que vous avez appris à l'école sont maintenus. Donc les ornithologues ont bien bossé, si je peux le dire comme ça. Ce qui faisait difficulté, c'était les relations entre les ordres. Alors, on a aujourd'hui de vrais progrès classificatoires dans la relation que les ordres d'oiseaux entretiennent entre eux. Relation entre les psittaciformes, les perroquets, les passeriformes, les passereaux, les charadriformes, les goélands, etc. La position des iguanes a complètement changé. Il y a plein d'histoires à raconter, hein. La position des iguanes a complètement changé. On croyait que c'était des bestiaux, comment dire, un peu placides, qui sont à peu près herbivores. C'est pas offensif, un iguane, c'est gentil, ça mord pas. Enfin si, mais c'est pas venimeux, voilà. Bah si, c'est venimeux. C'est venimeux. Les iguanes sont pas à la base de la phylogénie des lézards. Les iguanes sont incorporés dans un groupe qu'on a appelé les toxicophères, parce qu'à l'origine de ce groupe, il y a la capacité de générer du venin dans des glandes de la mâchoire. Il y a une petite histoire à raconter, c'est que les iguanes, et même les caméléons d'ailleurs, qu'on pensait être des animaux qui n'avaient jamais eu de venin, la phylogénie les place dans les animaux venimeux, c'est très bizarre, et du coup les glandes qu'on ne savait pas trop interpréter dans la mâchoire des iguanes, on retourne les voir et on s'aperçoit que ce sont d'anciennes glandes à venin, mais qui ont arrêté de faire du venin. C'est-à-dire que c'est un caractère qui a été perdu au cours de l'évolution. C'est pas que les iguanes et les caméléons n'ont jamais eu de venin, c'est que leurs ancêtres ont perdu la capacité à faire des venins. On a même été chercher dans les gènes des pseudogènes, d'anciens gènes qui fabriquaient du venin, c'est ce qu'on appelle des gènes éteints ou des gènes inactivés. Donc la phylogénie moléculaire peut aussi vous emmener à aller voir des caractères que vous n'auriez pas pensé aller chercher. Si on n'avait pas pensé que les iguanes et les caméléons aient pu être un jour venimeux, il n'y avait pas de raison d'aller chercher des pseudogènes de venin dans les génomes de ces bestiaux, hein. Bon, toutes ces choses marrantes à raconter, j'en terminerai là. Les oiseaux sont des dinosaures, bon, c'est ce que vous montre cette figure, hein. On a différentes plumes qui apparaissent
Je ne rentre pas dans le détail, mais il y a différentes plumes documentées chez différents types de théropodes au Crétacé. Les oiseaux sont des dinosaures, 10 503 espèces répertoriées aujourd'hui, contre seulement 5 488 espèces de mammifères. Il y a 2 fois plus d'oiseaux aujourd'hui, d'espèces d'oiseaux qu'il n'y a de mammifères. Et ces petits mammifères dont on disait que c'était l'ère tertiaire et l'ère des mammifères, disait-on quand j'étais petit, depuis 15 ans en Chine, on n'arrête pas de trouver des fossiles de mammifères dans le Crétacé, dans le Jurassique. Ça n'arrête pas de sortir. Et finalement, on s'aperçoit que l'ère secondaire est une ère absolument profuse en mammifères. Ils sont extrêmement diversifiés dans leur lignage, ils sont diversifiés dans leur anatomie, mais seulement voilà, ils ne dépassent pas les 10 kilos. Mais nous sommes obnubilés par les grosses bêtes. Alors on dit, l'ère tertiaire, c'est l'ère des mammifères, l'ère secondaire, c'est l'ère des reptiles, l'ère des dinosaures. Mais on oublie que les mammifères étaient beaucoup plus dispares phylogénétiquement qu'ils ne le sont aujourd'hui. Les mammifères d'aujourd'hui, c'est un mouchoir de poche qui est là, vous voyez. C'est ce petit mouchoir de poche rouge là. Avec un petit peu de mouchoir de poche bleu, c'est les marsupiaux. Mais voilà où se placent les 5488 espèces de mammifères aujourd'hui. Ce qui me fait dire que si vous classez les êtres vivants correctement, vous vous dites que l'ère quaternaire d'aujourd'hui, c'est l'ère des dinosaures. Et que le Crétacé, c'est l'ère des mammifères aussi. C'est pas seulement l'ère des dinosaures. Bon, allez, j'arrête avec les anecdotes, mais c'est passionnant. On pourrait raconter plein de trucs sur la façon dont on classe les organismes vivants et pourquoi nos classifications changent. Un dernier mot sur la prédiction des classifications. Ça, c'est quelque chose que je n'ai pas dit. Les classifications changent, mais elles ne sont pas faites seulement pour parler, elles sont faites pour prédire. Et ce sera vraiment mon dernier mot. Elles sont faites pour prédire. Ça, peut-être que tout le monde ne le sait pas. Je raconte juste une anecdote. Vous voyez le cachalot, là? Alors, j'ai pas de bâton, mais il y a un cachalot, là, et une baleine. Hein. Ça, c'est un arbre des mammifères fondé sur l'analyse des génomes. Les baleines et les cachalots sont nichés au sein des artiodactyles, c'est-à-dire des ongulés qui marchent sur les doigts paires, comme par exemple les okapis, les girafes, les cerfs et les vaches. Alors, ce groupe des artiodactyles, il était signé par un caractère dans la cheville qui était l'astragale à double poulie. Vous voyez l'osselet là. Alors personne dans la salle n'a joué aux osselets quand c'est encore un truc ringard de vieux ça. Jouer avec des osselets de mouton. Je ne sais pas si quelqu'un joue avec des osselets. Bon, l'osselet c'est une astragale en fait. C'est un os qui est relativement ramassé avec une poulie en partie supérieure et une poulie en partie inférieure. Cette astragale à double poulie est une signature des artiodactyles. Donc la prédiction c'est que les baleines on doit avoir, puisqu'elles sont nichées à l'intérieur des artiodactyles, du point de vue de leur génome, elles doivent avoir une astragale à double poulie. Le problème, il y a un hic, c'est que les cétacés ont perdu leurs membres postérieurs. Il n'y a plus de pattes arrière chez les dauphins, chez les baleines. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il n'y a plus de pattes. Donc c'est très difficile de se dire, ah bah tiens, comment je vais pouvoir vérifier que mes baleines et mes dauphins ont une astragale à double poulie? Ah. Alors on a trouvé des fossiles apparentés aux baleines dans le l'Éocène du Pakistan. Et ça devait être en 92, si ma mémoire est bonne. Je ne sais plus très bien la date. Enfin bon, on a trouvé des fossiles d'un animal d'un groupe qu'on appelait les archéocètes, c'est-à-dire des animaux qui avaient des pattes et qui avaient en même temps une anatomie crânienne de baleine. Et paf, manque de bol, pour ce fossile-là, le fossile est cassé juste avant la cheville. Et là, les paléontologues se mordent les doigts, disent « Ah, je ne verrai pas l'astragale », c'est cassé juste avant. Mais bon, peu de temps après, ils ont été moins frustrés, ils ont trouvé Pachycétus, Éocène du Pakistan, moins 50 millions d'années. C'est une anatomie, l'anatomie de la tête est véritablement une anatomie alors je ne vais pas dire de baleine, il ne faut pas exagérer, mais de quelque chose il y a déjà des caractères de cétacés dans le crâne, et on a effectivement, dans la cheville, une astragale à double poulie. Ce qu'avait prédit, donc il y avait cette astragale à double poulie, ce qu'avait prédit la classification sur les gènes. Donc il y a un dialogue extrêmement intéressant sur les prédictions que vous pouvez faire sur les caractères disparus. Si les classifications sont cohérentes, évidemment. La cohérence des classifications, ça se mesure. Voilà, vous savez à peu près tout sur les raisons pour lesquelles les classifications changent. Vous avez bien compris que la classification, c'est une science dynamique, qu'elle avance dans ses résultats, et rien que pour ça, finalement, eh bien, elle est amenée à changer. Ce qui ne nous arrange pas, parce que ça nous déstabilise. Il n'y a rien de plus dur pour un adulte que de changer sa classification. Mais finalement, Ducros Descarcasses, on a fait des bouquins pour montrer en gros quelle est la stabilisation des résultats aujourd'hui. La 4e édition sort cette semaine, ça tombe bien justement. C'est le moment de faire de la pub.
cette semaine chez Belin sort la 4e édition de ces 2 volumes. Merci à vous. Oui, donc merci d'abord pour tout ce que vous nous avez présenté, parce que j'ai appris plein de choses. Oui, alors, du coup, grâce à cette classification par emboîtement, jusqu'où on peut remonter à l'heure actuelle dans les milliards d'années là qui ont permis à la vie de s'installer? Alors ça, c'est une bonne question, parce que il y a un moment où le schéma de filiation que vous avez vu n'est plus bon. À force de remonter, le schéma n'est plus bon. Alors, en toute rigueur, on devrait remonter, d'ailleurs on le fait, hein, on remonte aux origines de la vie, c'est-à-dire qu'en termes de temps, on remonte à des attributs qui sont apparus il y a 3,5 milliards d'années. Bon, une fois qu'on a dit ça, la réponse n'est pas complète. C'est que le schéma de filiation, où une fois que la généalogie s'est séparée, elle reste divergente, ce schéma-là, il vaut pour des organismes de grande taille avec une sexualité. Mais quand on va taper du côté des archébactéries ou des bactéries, et je ne vous parle même pas des virus, hein, quand on va taper chez les bactéries, le schéma ne vaut plus. En fait, quand des lignages se séparent, et même s'ils restent séparés pendant longtemps, ils peuvent néanmoins de temps en temps encore échanger alors du matériel génétique, disons-le. Hein. Et donc ça complique considérablement le schéma théorique sur lequel la classification elle-même cherche à se poser. Donc le schéma que je vous ai proposé reste valable évidemment pour les organismes de grande taille et pour la plus grande partie de leur matériel génétique. Je laisse de côté les virus qui de temps en temps balancent des gènes d'une plante vers un champignon ou d'un champignon vers un animal. Enfin bon, bref, il y a des virus qui font des choses bizarres, mais c'est des toutes petites parties du génome global finalement. Chez les bactéries, on en est à un point où aujourd'hui, il y a des gens qui travaillent sur des classifications en réseau. C'est plus la figure de l'arbre qui est proposée, avec des divergences, mais des figures de réseau, où vous avez des noyaux un peu denses. Ces noyaux sont des noyaux environnementaux, c'est-à-dire que les bactéries présentent à vos yeux davantage des gènes qu'elles ont attrapés dans les derniers moments des environnements dans lesquels elles sont passées, plutôt qu'elles ne traduisent, j'allais dire, des gènes qui montrent un lignage fort profond, fort ancien dans le temps. Certains gènes sont considérés comme étant plus fidèles à une ascendance verticale, comme par exemple les gènes ribosomiques. Alors il y a 2 écoles là-dessus. Il y a des microbiologistes qui disent, allez, si on classe les bactéries sur la comparaison des gènes ribosomiques, on a quand même un squelette d'arborescence généalogique. Et puis, il y a beaucoup de gènes autour qui n'arrêtent pas d'être échangés, mais c'est pas grave, on a au moins ce squelette à peu près stable. Et d'autres disent, même ça, c'est pas. Enfin, il y en a qui pensent que même ça serait pas vrai, que chez les bactéries, on a des organismes historiquement tellement mosaïques qu'en gros, on sait plus qu'on classe. J'exagère un peu, mais disons qu'il faut changer de classification. On en vient à des classifications davantage fonctionnalistes qu'à des classifications structuralistes, généalogistes. Donc l'affaire n'est pas close. Là. Oui, voilà. Vous avez raison. Oui, je disais, donc l'observation génétique grâce au microscope, enfin, tous les appareils possibles, permet d'aller encore plus loin, mais progressivement, bien entendu. Oui, c'est tout à fait juste. Disons que là, la comparaison des gènes et l'identification des gènes et leur comparaison permet, oui, d'aller plus loin dans la classification, plus loin dans le temps, mais on voit bien que l'affaire chez les micro-organismes est plus compliquée que ce qu'on croyait. Alors, ce que vous dites était vrai même il y a ne serait-ce que 20 ou 30 ans, où, par exemple, le premier grand résultat qui nous a fait changer de télescope, si je prends une métaphore, un télescope vers le passé, vous voyez, les premiers résultats qui nous a fait vraiment zoomer sur le passé comme on ne croyait pas, ces résultats ont été publiés dans les années 77 à 86. En gros, en comparant ces fameux gènes ribosomiques précisément, on s'est aperçu que la différence génétique entre une grenouille et nous les humains,
était de 200 fois inférieure à la différence qu'il pouvait y avoir, la quantité de différence qu'il pouvait y avoir entre une archéobactérie et une bactérie. Alors, à cette époque-là, on disait, ah bah, les cellules qui n'ont pas de noyau, c'est les prokaryotes, et puis les cellules qui ont un noyau, ce sont les eucaryotes. Et puis, on voyait à peu près les prokaryotes comme se ressemblant entre eux. Eh bien, l'image que vous suggérez, et qui est une image réelle, c'est que la comparaison des gènes a permis d'ouvrir un rideau vers le passé, si vous voulez. On plafonnait, en quelque sorte, on saturait dans le télescope à regarder dans le temps, là. On a fait un saut dans le temps en arrière avec ces gènes. On s'est dit, mais bon sang, on s'aperçoit que les bactéries sont 200 fois plus différentes entre elles, génétiquement, que je ne suis moi-même différent d'avec une grenouille. Alors ça a fait changer, évidemment, l'amplitude de la diversité, enfin, en tout cas, l'amplitude de notre perception de la diversité du vivant. Et pour terminer sur cette étude, qui est très très célèbre, c'est la fameuse étude qui, en même temps, démontre que les gènes ribosomiques présents dans vos centrales énergétiques cellulaires, ce qu'on appelle les mitochondries, eh bien, ces gènes, ils causent le langage des bactéries. C'est-à-dire que l'ADN ribosomique de la mitochondrie du maïs va se mettre dans les eubactéries, alors que l'ARN ribosomique, enfin les gènes ribosomiques nucléaires du maïs, du noyau du maïs, va se mettre avec les plantes. Et pour nous, c'est pareil. Vos propres mitochondries vont aller s'apparenter à des eubactéries, alors que le noyau de votre cellule, lui, va s'apparenter à vos affiliés animaux. Et donc, c'est là qu'on a mis en évidence l'origine symbiotique, l'origine endosymbiotique des mitochondries, c'est-à-dire des centrales énergétiques des cellules. Avant, les gens se demandaient si l'ADN qui est compris dans les mitochondries était un ADN qui venait du noyau, ou est-ce que c'était au contraire le témoignage d'une ancienne bactérie qui s'était intégrée dans une cellule eucaryote et qu'on aurait gardé comme ça depuis le début de cette intégration. Donc là, l'affaire a tranché. Donc on fait vraiment des sauts dans le temps avec les gènes, bien sûr. Ouais. J'aurais 3 choses à vous demander. Est-ce que vous pourriez définir le vivant? Et ouais. Comme corollaire, est-ce que les virus sont vivants? Et de dire un petit mot de Lucas. Un petit mot de Lucas, vous savez. Oui. Alors on va commencer par Lucas. Lucas n'est pas le premier. Lucas est le dernier connu. Last Universal Common Ancestor, c'est-à-dire, tout à l'heure je vous ai montré que dans une phylogénie, les ancêtres étaient des portraits robots. Et puis quand vous remontez dans l'arbre de la vie, il y a bien un moment où le portrait robot, c'est le dernier que vous puissiez arriver à faire. Mais ça ne veut pas dire que c'était le premier sur Terre. Vous n'en savez rien en fait. Donc, il faut pas regarder l'histoire. Une phylogénie ne se regarde pas dans le sens de l'histoire du passé vers le présent. Une phylogénie se regarde du présent vers le passé. C'est une vision rétrospective. On arrive à reconstruire des ancêtres jusqu'au dernier qu'on arrive à reconstruire en ayant tout comparé, les archébactéries, les eubactéries, les eucaryotes. On a Lucas là, et on essaye d'inférer les propriétés qu'il avait dû avoir, mais à aucun moment on ne peut prétendre qu'il ait été le premier. C'est le plus vieux que je puisse arriver, c'est le plus vieux dont je puisse faire le portrait robot, mais ça ne dit pas que ça a été le premier. Et sur la définition du vivant, alors il y a beaucoup de débats sur ces questions. On va parler du vivant et on va parler des organismes vivants. Ça va permettre de répondre à votre question sur le virus. Alors, le vivant se définirait par le niveau d'organisation de la matière ou la variation qui est produite entre des entités qui se ressemblent est transmise à des alter-ego. Variation, transmission. On n'a pas ça, le niveau d'organisation de la matière qu'on qualifie de chimique, il n'y a pas de variation transmise possible à un alter-ego. On commence à parler de vivant lorsque la structure que vous regardez enregistre des variations, et ça c'est normal, la matière change, hein. Mais c'est surtout que ce changement quelle que soit la manière dont vous le transmettez, pas besoin de parler de sexualité. La sexualité arrive beaucoup plus tard. La sexualité, c'est un booster de variation, c'est tout. La transmission, elle date de bien avant la sexualité. Hein. Donc variation, transmission, et à partir de ce moment-là, vous pouvez avoir sélection, en fait. Donc le vivant pourrait se définir comme ce niveau d'organisation de la matière ou la sélection naturelle apprise. Et ça, c'est un raisonnement important parce que la variation, du coup, même si elle n'est pas bonne pour l'individu, elle est bonne pour le lignage. Le propre du raisonnement biologique, c'est d'avoir compris que dans une généalogie, dans un lignage, ce qui est bon pour l'individu n'est pas nécessairement bon pour le lignage, et ce qui est bon pour le lignage n'est pas nécessairement bon pour l'individu. En fait, tous les agronomes le savent, pour qu'un lignage se maintienne, il faut garder de la variation, et cette variation, elle fait des morts.
Parce que la variation n'apparaît pas aux besoins de son porteur. La variation, elle apparaît dans tous les sens. Il y a des variations que les êtres vivants subissent et ils en meurent de cette variation. Nous, on l'oublie parce qu'on a un niveau sanitaire et on a un niveau de précaution sur les malformations et sur les altérations qui fait que on oublie que la plupart des embryons qui sont formés ne naissent même pas. C'est à peu près 20 personnes, excusez-moi, c'est à peu près 20% apparemment des fécondations humaines qui mènent à un bébé qui va naître. Même la régularité de l'individu, enfin des individus dans une population, est le fruit d'un cimetière qu'on ne voit pas en fait. Il y a énormément de fécondations qui ne mènent même pas à des naissances. La vie est énormément dispendieuse. Hein. Donc pour que le lignage se maintienne, il y a plein de morts derrière. Et ça c'est proprement un raisonnement biologique. C'est un raisonnement qui concerne le vivant. En chimie, on n'aurait pas ça, ou en physique, on ne l'aurait pas. Cette dissociation entre ce qui est bon pour l'individu et ce qui est bon pour le lignage. Voyez. Donc pour qu'un lignage se maintienne, il faut une variation destructrice. Mais une variation qui n'est pas seulement destructrice, qui offre l'assurance vie du lignage pour demain, parce que dans cette variation aléatoire, il y aura peut-être quelques variants qui vont offrir les solutions de demain. Les mal fichus d'aujourd'hui seront peut-être les bien fichus de demain. Ça, c'est le raisonnement proprement biologique, en fait. Donc ça, c'est pour parler du vivant. Maintenant, si vous me demandez ce que c'est qu'un virus, le virus est vivant dans la mesure où ce dont il est constitué, ça varie et ça se transmet. Quelle que soit la façon dont le virus se transmet, même s'il va infecter une cellule hôte, même s'il n'est pas autonome pour sa transmission, il transmet quand même, d'une manière ou d'une autre, ce qu'il porte. Donc le virus est vivant, mais ça n'est pas un organisme vivant. Donc il a un statut très particulier. Un organisme vivant, si je parle d'organisme, je parle d'organes qui assurent un début d'autonomie dans la maîtrise de l'énergie entre un intérieur et un extérieur. On va le dire comme ça. Un organisme vivant, il a un intérieur, il y a un extérieur, et à l'intérieur, il maîtrise au moins son énergie, c'est-à-dire son métabolisme, et quelque part sa reproduction. Donc le débat n'est pas stabilisé, mais ce que je trouve de plus clair dans ce débat, c'est ça. C'est-à-dire le vivant, c'est ce qui est sujet à la sélection naturelle, et l'organisme vivant, c'est une certaine autonomie dans un certain nombre de fonctions élémentaires. On a bien examiné le passé, mais pensons un peu à l'avenir. Les OGM, par exemple, c'est un raccourci, en quelque sorte, de la nature vers un futur qui n'existe pas encore, qui ne s'est pas développé spontanément, puisqu'on l'a fait artificiellement. Est-ce que les OGM laisseront des traces dans la filiation des êtres vivants, ou est-ce que c'est une petite escapade sans suite ? Alors si on raisonne grand, si vous me posez la question à l'échelle de l'évolution, si je peux avoir un avis qui n'est pas fondé sur une statistique, mais qui est un avis d'un professionnel qui jongle avec les millions d'années, l'espèce humaine, elle a 200 000 ans. C'est une goutte d'eau. 200 000 ans, c'est une goutte d'eau dans les temps géologiques. Les espèces, les modifications variétales chez les plantes ou la domestication des animaux produisent des phénotypes aberrants, un teckel, un doberman, un chihuahua qui a le nez écrasé, les chats persans que vous êtes obligé de moucher parce qu'ils chialent tout le temps. Enfin bref, des machins comme ça sort dans les bois, ça se fait choper par un aigle demain. Bon, vous m'avez compris, les productions, à l'échelle de l'évolution, les productions humaines de l'horticulture, de l'élevage ou même des OGM, ces transferts horizontaux, ces modifications, à l'échelle géologique, elles disparaîtront, comme nous d'ailleurs. Donc ça terrorise les gens, mais si vous prenez du recul, ça c'est ce qui vous force à faire l'évolution, c'est toujours prendre du recul, parce que quand on jongle avec les millions d'années, on n'a même pas conscience de ce que c'est qu'un million d'années d'ailleurs. Mais quand on prend du recul, on se dit, une espèce, c'est une convention de langage. Notre lignage d'Homo sapiens sapiens, il peut s'éteindre totalement. On peut y croire ou pas, ce scénario. Faites ce que vous voulez, mais si le lignage s'éteint, il n'y a plus d'espèce humaine. Mais c'est le plus subtil n'est pas là. Le plus subtil, c'est que supposer que
laissons les OGM de côté. Supposez qu'on arrive à aller sur Mars, qu'on y envoie une colonie là-haut, et puis qu'ils arrivent à se faire un petit paradis à eux, d'une manière ou d'une autre. Bon, Mars, ça marche un siècle, ça marche 2 siècles, et puis il y a une crise économique. Au demeurant, il vous faut pas 2 siècles pour avoir une crise économique. Ça vient très vite, les crises économiques, en fait. Donc vous voyez un petit peu comment dire, la vanité, notre propre vanité, hein, quelque part. Allez, on va sur Mars, on fait une colonie. Et puis il y a une crise économique, on n'a plus les moyens d'entretenir le lien avec Mars, ça coûte trop cher d'envoyer des fusées. On laisse les Martiens se débrouiller. Puis ils se débrouillent pas mal. Et puis pendant 300 ans, 400 ans, 500 ans, pendant 2 millénaires, il n'y a plus d'échange entre Mars et la Terre. Ah, ça vous fait pas penser à quelque chose, ça? C'est ce qu'on appelle l'installation d'une barrière à la reproduction. Et alors, dans mon scénario imaginaire, si 2000 ans après, on retourne sur Mars parce qu'on peut enfin y retourner, on trouve des gens, d'ailleurs on se comprend plus, on parle plus la même langue, premièrement, on n'a plus les mêmes codes, puis peut-être que, vu le taux de radiation qui se tape sur Mars, ils ont accéléré leur vitesse d'évolution, je vous le fais court, bref, on fait plus de petits ensemble. Eh bien, à ce moment-là, l'espèce humaine aura disparu, par convention de langage. Parce que vous avez compris qu'en fait, la convention de langage, elle s'arrête lorsque votre flux de génération devient divisé. Donc, dans mon scénario imaginaire, l'espèce humaine peut très bien disparaître, non pas. Là, je vous fais du nominalisme, en fait, mine de rien. Elle s'arrête non pas parce qu'elle disparaît, mais elle s'arrête parce que vous êtes obligé de changer de nom si vous êtes conforme à votre cahier des charges. Donc, la réponse qui terrorise le public, c'est vous êtes sûr, l'évolutionniste est sûr que l'espèce humaine va disparaître. Donnez-moi une seule espèce éternelle. Jamais vous avez vu ça en biologie, ça n'existe pas. C'est une vanité de notre part que de penser qu'on ne s'éteindra jamais. En fait, ça nous terrorise de penser qu'on va s'éteindre. Mais moi je vous dis, je vis tranquille avec ça, hein, tout dépend de... Et parler aux astronomes, eux aussi prennent beaucoup de recul. Hein. Dans 4,5 milliards d'années, vous savez que le Soleil va... vous savez ce qui va se passer ? Ouais. Bon, ça va, hein, il y a encore 4,5 milliards d'années devant nous. Mais pour ceux qui ne savent pas, la Terre va être absorbée par le rayon du Soleil qui deviendra une géante rouge. Et donc, ça c'est l'évolution normale des étoiles. Hein. Et donc la Terre va disparaître, les astronomes vous le garantissent, la Terre va disparaître. Mais nous, avant 4,5 milliards d'années, il faut remettre les choses dans leurs échelles. Hein. Une espèce. Alors il y a des paléontologues qui ont essayé de calculer ça. Ils ont regardé les stabilités morphologiques dans les strates. Et ce que les paléontologues appellent une espèce, certains disent la moyenne de la durée d'une espèce en paléontologie, d'autant qu'on puisse en juger, ça tourne autour d'8 millions d'années. Moi, pour ma part, j'y crois pas un seul instant. L'espèce, c'est une convention de langage, donc on peut avoir des stases morphologiques. C'est pas le sujet, quoi. Une espèce, ça n'a pas de sens de calculer la durée moyenne d'une espèce. Mais ce que je suis tout simplement en train de vous dire, c'est que la vitesse du changement biologique est bien supérieure à ce que représentent ces 4,5 milliards d'années qui nous séparent de la disparition de la Terre. Donc vous êtes sûr que de toute façon qu'on va disparaître, c'est pas un souci. Il y a une question là-haut. Est-ce que vous pouvez descendre un petit peu, comme ça m'évitera de monter jusque... Bonsoir. J'ai une question plus terre à terre. Au lycée, dans le programme des SVT, on est censé enseigner la parenté entre les vertébrés. Et classiquement, on leur fait faire des dissections et on leur parle d'oiseaux et de poissons. Donc d'après vous, il faudrait utiliser quel terme ? Et ma deuxième question, c'est est-ce que vous considérez que l'homme est encore soumis à la sélection naturelle ou pas ? Ah, alors là je vous renvoie. Sur la deuxième question, madame, je vous renvoie. Alors vous n'avez peut-être pas accès, mais vous aurez certainement un écho de ce papier. Il y a une revue qui est sortie cette semaine dans Science. Ce qu'on appelle une revue, c'est quelqu'un qui fait la compilation de toutes les connaissances acquises récemment sur un thème donné. Et là, cette semaine, dans Science, il y a une revue sur toutes les traces sélectives qu'on trouve dans les génomes humains. Alors, il y a les meilleurs exemples de gènes dont on peut documenter
d'anciennes pressions de sélection. Alors, c'est un peu technique, hein, je ne peux pas vous le dire maintenant, mais on peut détecter que certains gènes ont eu des pressions sélectives fortes. Il y a des moyens techniques pour ça. Et beaucoup de ces gènes sont des exemples de gènes que les populations se sont sélectionnés sans le savoir elles-mêmes en changeant leurs habitudes alimentaires. Il y a des pressions de sélection très fortes sur des gènes qui codent pour des enzymes qu'on appelle les désaturases chez les Inuits, parce qu'ils ont une nourriture extrêmement riche en graisses marines, ces graisses qui portent des composés gras polyinsaturés. Et ceux des Inuits qui tiraient mieux parti de ce type d'acide gras grandissaient plus vite et donc faisaient plus de petits. Ils se sont auto-sélectionnés sans le savoir, en s'imposant en quelque sorte de gré ou de force un certain régime alimentaire. Donc oui, les humains sont sous sélection, bien sûr. Il n'y a aucune raison qu'ils ne le soient pas. D'autres exemples sont les lactases. Les lactases sont ces enzymes qui permettent de digérer le lactose. En général, dans les populations humaines, ce lactose, il est bienvenu à digérer lorsque vous êtes un bébé qui tète au sein, mais quand vous devenez adulte, eh bien la lactase est inactivée. Seulement, les populations pastorales d'il y a très longtemps, de gré ou de force, ayant exploité des troupeaux ou du bétail dans des régions relativement pauvres, mais ce bétail fournit une source en protéines qu'on appelle le lait et le fromage, eh bien, en se nourrissant de lait au stade adulte, de proche en proche, ces populations se sont auto-sélectionnées des lactases qui sont actives au stade adulte, en Afrique et en Europe. 2 fois indépendamment, on a des traces sélectives différentes sur les lactases central-asiatiques européennes d'un côté et les lactases africaines de l'autre. En revanche, il y a des populations qui ont vécu d'autres destins. Au Japon et en Asie du Sud-Est, eh bien, ces lactases ne sont pas actives au stade adulte. Ce ne sont pas ces populations-là qui ont eu cette aventure-là. Alors ça, ce sont 2 exemples sur le régime alimentaire, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y a aussi des traces sélectives d'anciennes pressions qu'ont subies les populations liées au parasitisme, les types de parasites que ces populations ont rencontrés dans le passé. Et il y a aussi d'autres exemples sur les polluants, des populations qui vivent naturellement dans des régions riches en arsenic ou riches en métaux lourds, on va dire, et ces populations ont d'elles-mêmes dans leur propre génome des traces sélectives d'une capacité à vivre dans une région polluée. Bon, j'arrête les exemples, mais c'est un joli papier qui fait la liste des traces de sélection qu'on a chez les humains. Donc la réponse est oui, effectivement, les humains sont sous sélection. Pour finir, vous me demandez par quoi remplacez-vous les noms. Alors, d'abord, je voudrais vous rassurer, oui, nos classifications changent, mais tout ne change pas d'un seul bloc en même temps. Les différentes étapes qui produisent des changements de classification sont des remembrements locaux. On ne dira plus poisson, mais on dit toujours vertébrés. On dit toujours mammifères, on dit toujours oiseaux. Ce sont des groupes valides, c'est-à-dire ils comprennent bien un ancêtre et tous leurs descendants. Ils sont valides selon le cahier des charges d'aujourd'hui. On continuera à dire insectes, ça marche. On continuera à dire mollusques, il n'y a pas de souci. Enfin bref, il y a tout un tas de mots que vous avez appris dans votre zoologie qui restent valides. Évidemment, quand on parle du changement des classifications, on met l'emphase, on met en lumière ceux des groupes auxquels on était habitué et qui ne sont plus valides, bien sûr, puisqu'on parle de ce qui change. Alors, ils sont quand même minoritaires, je vous rassure. Mais ça nous embête, c'est vrai, ça nous embête que de ne plus parler d'invertébrés, alors que par quoi je remplace, de ne plus parler de poissons, par quoi je remplace, il y a des mots alternatifs pour ça. Pas pour parler des poissons dans leur entièreté, mais des sous-parties de ce que vous appeliez avant les poissons. Donc ne cherchez pas à remplacer l'ensemble invertébré par un autre nom. Ce n'est pas le nom qui cloche, c'est l'ensemble lui-même. C'est la géométrie de l'ensemble. Donc, alors, les invertébrés, pour vous donner une façon de les découper, ceux des animaux dont le premier pore de l'embryon deviendra plus tard la bouche s'appellent les protostomiens, et là-dedans il y a les vers de terre et les escargots. Et ceux des embryons dont le premier pore à s'ouvrir deviendra plus tard l'anus s'appellent les deutérostomiens, puisque la bouche arrive en second. Et là-dedans il y a les étoiles de mer, les amphioxus, les tuniciers et nous. Bon, je ne fais pas la liste, hein. Mais bref, voilà, les boîtes sont différentes. Alors, changer les noms et changer les boîtes, c'est un problème d'adulte. Mais ça, vous le savez mieux que moi, je pense. Il y a des âges malléables. On en parlait avec Gérard ce soir.
Moi, j'ai fait de l'accompagnement main à la pâte dans les classes de l'élémentaire. Que vous disiez poisson ou que vous disiez actinoptérygien, c'est pas un obstacle pour le gamin. C'est un nouveau nom à apprendre de toute façon. Ils retiennent Parasaurolophus, ils retiennent Triceratops, ils retiennent Tyrannosaurus parce que ça les intéresse. Les noms compliqués en paléontologie, ils sont avalés comme du petit lait. Vélociraptor dans Jurassic Park, pas de souci. Bon. Actinoptérygien, ça veut dire poisson à nageoire rayonnée. Hein. Bah voilà, poisson à nageoire rayonnée, c'est pas un obstacle d'enfant, c'est un obstacle d'adulte. Donc il y a effectivement ceux des poissons dont les nageoires sont portées par plusieurs os et qui sont soutenus par des rayons dermiques. On appelle ça des poissons à nageoire rayonnée, actinoptérygiens. Il y a les poissons cartilagineux, chondrichtiens, c'est un truc qui existait déjà, hein, je ne vous l'invente pas, chondrichtien. Ça fait fort longtemps qu'on parle de chondrichtien. Les requins et les raies, effectivement, sont apparentés entre eux. Et puis les sarcoptérygiens, c'est-à-dire les poissons à nageoires charnues, dans lesquels nous sommes, et qui se caractérisent par le fait que les appendices pairs sont attachés au corps avec un seul os. À l'avant, ça s'appelle l'humérus, à l'arrière, ça s'appelle le fémur. Donc voilà, si vous avez un humérus et un fémur, comme le sélacanthe ou comme le dipneuste, ou comme nous, les tétrapodes, eh bien nous sommes des sarcoptérygiens. Bon, par quoi on remplace? Alors évidemment, on vous a fait les bouquins pour ça, ça fait déjà un certain temps, bientôt 20 ans, que le corps enseignant demande un livre qui donne le corpus des concepts classificatoires valides. Ce livre, avec le Guyadère, on a essayé de vous le faire. Il était là pour ça, en fait. Il était là pour, atténuer l'angoisse des adultes face au changement des classifications. Mais ce n'est pas des changements, je répète, hein, ce ne sont pas des changements... c'est pas si brutal que ça. Hein. Ce ne sont pas des changements... tout ne change pas. Non, c'est des parties de l'édifice qui sont remembrées. Bon, dernière question. Vous avez dit que le laboratoire, dans le laboratoire, il n'y avait pas de morale. Et dans la méthodologie la nouvelle méthodologie de la classification, des boîtes qui s'emboîtent, vous avez quand même mis en avant une valeur, la valeur du partage. Alors, si je permets d'être précis dans les mots, dans l'espace du laboratoire, il y a la morale, puisque l'espace du laboratoire est un espace social. Il y a l'éthique. Mais c'est le cœur des démonstrations qui sont... Elles sont pas sans morale, elles sont amorales. Il y a une différence entre amoral et immoral. Immoral, c'est contre la morale. Amoral, c'est neutre par rapport à la morale. Alors disons que les démonstrations que nous faisons collectivement ne sont pas validées collectivement selon des critères moraux ou pas. C'est ça que je voulais dire. Le contexte de validation des savoirs, il est collectif en sciences, et comme il est collectif, il ne dépend pas d'un code moral d'un pays ou d'un autre. Vu que les sciences se pratiquent internationalement, il y a des moteurs internes à la mécanique des raisonnements scientifiques qui font que la validation se fait sans avoir recours à une recevabilité morale ou pas. Donc c'est le cœur de la validation des résultats qui est amoral. Par contre, l'espace social du laboratoire, lui, il est moral, puisqu'il y a des règles, évidemment, c'est un métier qui est régi par des lois, il y a des règles d'éthique qui font qu'on ne fait pas n'importe quoi dans un laboratoire non plus. Ça, c'est un premier point de précision de vocabulaire. Et le deuxième, c'est que et vous avez raison de dire « j'ai mis en avant les partages ». Alors, il y a une raison objective qui ne tient pas à la morale, qui explique pourquoi on classe sur les partages. Je n'ai pas insisté dessus. C'est bien. Merci d'avoir posé cette question parce que ça me montre que je n'ai pas insisté sur la raison pour laquelle on classe sur les partages. La raison, elle est la suivante. Charles Darwin, en 1859, dit « la meilleure classification qui soit, c'est celle qui va être le reflet d'une généalogie passée ». Mais je n'ai pas les ancêtres. Comment je fais pour trouver la trace des ancêtres? Eh bien, la seule façon de m'y prendre, c'est de regarder ce dont les descendants ont hérité de leurs ancêtres. Donc, ce qu'ils partagent en commun. Parce que si je regarde ce qu'ils font, c'est trop labile.
Ce qu'ils font, ça change trop souvent. Et je n'aurai jamais la généalogie en faisant des groupes sur ce qu'ils font en commun. Une mouche vole et un pigeon vole. Je vous garantis que la mouche n'est pas apparentée au pigeon. La mouche, elle est apparentée à la courtilière qui ne vole pas, et puis le pigeon, il est apparenté au lézard qui ne vole pas non plus. Voilà. Bref. Donc, pour Darwin, la meilleure façon d'attraper la généalogie, c'est de travailler sur les partages, et pas sur ce qu'on fait, et pas sur là où on habite, et pas sur la façon dont les hommes utilisent les êtres vivants. Ça, c'est un point de neutralité sur la notion de partage. J'ai insisté sur le partage. Alors, vous avez raison, j'ai dû avoir un ton moral quelque part, moralisant là-dessous, en vous disant que c'était beaucoup plus dur, en fait, de rendre le monde intelligible par les partages que de rendre le monde intelligible par les différences. Et oui, mais c'est vrai, mais objectivement, c'est plus dur, parce que quand vous travaillez sur les partages, vous êtes obligé d'être au clair avec le degré de précision de votre propre langage. Jusqu'à quelle quantité de différence entre deux pavillons de l'oreille, ici dans la salle, je suis prêt à donner à ces deux choses-là le même nom. Je suis obligé de réfléchir là-dessus. C'est ce qu'on appelle l'homologie. On a un concept qui est fait pour ça. Homologie, homologos, c'est le discours sur les mêmes. À partir duquel degré de ressemblance ou de différence, j'accepte de donner un même nom à deux structures qui diffèrent toujours. Je suis absolument obligé d'être au clair avec ça. Parce que quand je raisonne en partage, alors que si je raisonne en différence, à la limite, je n'ai pas besoin de réfléchir à ça. Je peux prendre chaque oreille comme unique. Et puis j'ai terminé, en fait. Je ne mets pas le monde en ordre. Je mets le monde en isola, en archipel, si vous voulez. Oui, alors il y a peut-être effectivement un ton moralisant dans ce que j'ai dit. Effectivement, c'est peut-être plus difficile de mettre le monde en partage que de mettre le monde en différence. Mais ça, je le garde pour moi-même. Et enfin, pour finir, certains enseignants ont trouvé que c'était extrêmement riche de faire travailler les élèves sur des partages et pas sur les différences. Et là, il ne s'agit plus de l'espace des sciences, il s'agit de l'espace de l'enseignement. Ces enseignants m'ont dit, tu n'imagines pas, il y a des nouvelles procédures de mise en ensemble à l'école élémentaire où les élèves justifient les ensembles qu'ils font avec des partages. Et les enseignants de l'élémentaire nous ont dit, mais vous n'imaginez pas la puissance de la procédure dans la façon dont l'élève se met lui-même au monde, où il se met en monde. Ils comprennent que, parle-moi de ton copain en disant ce qu'il n'a pas. Alors, ils commencent à décrire le copain avec tout ce qu'il n'a pas, et puis ils voient bien que de toute façon, on n'en finit plus. Et que de toute façon, on ne fait pas classe commune si on fait la liste de ce qui nous fait différer les uns des autres, mais par contre, on va faire classe commune si on fait la liste de ce que nous partageons. Et du point de vue de l'esprit républicain, eh bien, la logique des partages emmène l'élève dans une logique de construction non seulement de connaissances partagées dans l'espace public, mais dans la construction même de ce que c'est que l'espace public vu par la laïcité française. Donc là, on sort du plan des sciences, et effectivement, là, on sort délibérément de la part de l'enseignant du champ des sciences pour aller vers un espace politique. Et effectivement, nous ne sommes pas les États-Unis d'Amérique, nous ne sommes pas le Canada, nous ne fondons pas l'espace public sur des partages ou sur des différences, mais depuis Condorcet, 1792, on fonde l'espace public sur un pari d'un partage de la raison dont on a pensé au XVIIIe siècle qu'elle allait émanciper les individus. Et on a fait le pari que les individus, c'est un pari, hein, je ne dis pas que Condorcet était naïf, mais il a parié que la citoyenneté, jouir de ses droits et exercer ses devoirs, allait être fondée sur la possibilité de chacun d'utiliser sa raison et de mettre en partage cette raison dans l'espace public. Ça, c'est ce qui fonde l'école républicaine française. C'est pas vraiment ce qui fonde la société américaine. Donc, on a des différences profondes de valeurs pour le coup, hein, puisque là, on parle de politique. On a des différences profondes de valeurs entre des pays anglo-saxons et la France, mais pas que des pays anglo-saxons d'ailleurs. Ouais. Bon, on peut remercier Guillaume. Merci.